Normalement, ça a démarré. Ah voilà, c'est bon. Je m'attendais le petit message. Bon, voilà, très bien, nickel, on peut démarrer. Bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau meet-up du Club Power BI online. On est ravis de vous retrouver aussi nombreux ce soir. Vous êtes plus de 280 inscrits sur le site Meetup. Donc, on risque d'être. Enfin, c'est pas on risque, on va être très nombreux ce soir et c'est une très bonne nouvelle. On est ravis de vous retrouver toujours aussi nombreux. Donc, exceptionnellement, ce soir, je suis accompagné d'Isabelle Van Kampenhout qui va se présenter dans quelques minutes. Jean-Pierre Riel, avec qui je co-gère le Club Power BI à Paris et depuis quelques temps online, a eu un empêchement ce soir. Donc, Isabelle s'est dépêchée en dernière minute pour pouvoir intervenir et je la remercie d'être présente avec nous ce soir. Avant de démarrer, juste des petites bonnes pratiques sur Teams. On va vous demander évidemment de bien couper vos micros et la caméra, de ne pas partager votre écran pendant la session, ça semble évident. Vous pouvez poser des questions dans le chat, il y a un espace de discussion qui vous est réservé. Là, ce qui est bien, c'est qu'on est plusieurs speakers, donc il y a des gens qui vont pouvoir vous répondre pendant qu'on parle. Et puis pendant qu'Isabelle parlera, je pourrai aussi peut-être répondre à vos questions. En fin de session, si on a le temps, on fera peut-être 5-10 minutes à l'oral. Vous pourrez lever la main et on prendra des questions à l'oral, mais ça sera à voir en fonction du temps qui nous est imparti. Je vous rappelle également que les sessions sont enregistrées et puis republiées sur la chaîne YouTube. Donc là, j'ai démarré l'enregistrement et ça sera republié assez vite sur la chaîne YouTube pour que vous puissiez le voir en replay. Alors, avant de démarrer, on a une petite question à vous poser. En fait, on voulait savoir si vous connaissez le club Power BI depuis longtemps et quel est le nombre de meet-up que vous avez effectué jusqu'à présent. Est-ce que c'est votre premier meet-up? Est-ce que c'est votre 5e meet-up? Est-ce que c'est votre 20e meet-up? Bon, vous n'avez peut-être pas le chiffre exact, mais l'essentiel, c'est de nous donner un ordre de grandeur. Parce qu'on pense notamment qu'à chaque fois, le flux se renouvelle beaucoup et qu'on a à chaque fois beaucoup de nouvelles personnes pour qui c'est le premier meet-up. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est de scanner ce QR code sur votre téléphone ou bien de vous connecter sur ce lien-là. Isabelle, tu peux peut-être le mettre dans le chat, je ne sais pas si tu l'as. Oui, pas de souci, je fais ça. wooclap.com/Club Power BI. Ah ouais, c'est top, je ne connaissais pas Isabelle. En bas, on a le nombre de réponses. Ah oui, on a déjà beaucoup de réponses là. Bon, je laisse encore un petit moment le QR code, après on ira voir les réponses. C'est juste une question toute bête, ça prend 5 secondes. On veut juste savoir combien de meet-up vous avez fait jusqu'à présent. Est-ce que c'est votre premier meet-up? Donc, si tu passes sur le slide suivant. Ouais. Je voulais juste attendre un petit peu le temps que les gens puissent scanner le QR code, mais Ah oui, voilà. voilà. Donc, j'ai mis le lien dans le chat aussi. Ça peut marcher et je peux même mettre le QR code dans le chat aussi. Comme ça, vous pouvez le scanner avec votre téléphone et il n'y a pas de souci. Et là, Isabelle, moi je connais pas ce truc-là. C'est normal que les réponses apparaissent pas là? Les gens vont commencer à voter normalement. Donc, les réponses vont apparaître. Je vais. Ah, ok, il y a un truc. Ok. Alors, Normalement, ça lors d'un devrait. précédent meetup, on vous avait fait ça avec Power Automate et un streaming dataset. Bon, j'ai pas eu le temps de le préparer pour ce soir, donc là, on vous le fait avec un WooClap. Je suis désolé, mais a priori, ça ne marche pas. Il y a plusieurs personnes qui le disent. En tout cas, Maintenant, on n'a c'est pas bon. tous. Si, c'est Normalement, bon là. c'est bon. Voilà. Et on pourra récupérer les données, bien entendu, Tristan, ensuite, pour faire Ok, une petite analyse. très bien. Et le ratio en bas à droite, c'est quoi 78 sur 135 du coup? C'est le nombre de réponses, en fait, sur le nombre. Alors, le 135, ça, je pense que ce sont les gens qui se sont déjà connectés un jour à mon WooClap Ah, d'accord. quand je donne des sessions. Je pense que c'est ça, Ok. en fait. Pourtant, j'ai créé un nouvel événement. Bon, là, la tendance qui se dégage, c'est qu'on a quand même 23% de l'audience pour qui c'est le premier meetup. Bienvenue! Bienvenue à vous. 37% qui ont un nombre de meet-up inférieur à 5, donc ça reste quand même dans la catégorie, on va dire, des petits nouveaux. Et puis pour ceux qui ont un nombre de meet-up supérieur à 5, bon, vous nous connaissez déjà a priori. Donc re-bienvenue. Ah, c'est intéressant de voir cette tendance et ça confirme ce qu'on pense, c'est qu'on a quand même beaucoup de nouveaux à chaque fois en fait. Tu avais mis une réponse infinie. Oui, voilà, moi, c'est ce que je viens de mettre parce que c'est jusqu'à l'infini et au-delà, hein, bien sûr. Ok. Bon, je crois qu'on peut passer la slide, mais très bien. Bah, merci d'avoir répondu à cette question. Donc,
Bienvenue à tous les petits nouveaux pour qui c'est le premier meet-up du Club Power BI. Justement, en 2 minutes, on vous représente la communauté Club Power BI pour qui c'est la 5e saison, hein, puisque on a démarré début 2017, et si on se cale sur les saisons de septembre, ben là, on en est à la 5e saison. Donc nous sommes présents à Paris, Jean-Pierre et moi-même, et puis Isabelle qui fait des petits sauts de temps en temps, Guillaume à Lille, Philippe à Strasbourg, Marie et Thomas à Lyon, Joël et Franck à Aix-Marseille, Paul et Mohamed à Nantes. On est en préparation de Bordeaux, alors qui devait démarrer en juin 2020, mais ça a été décalé à cause du Covid, parce qu'on voulait quand même marquer le coup et faire en sorte que le premier événement soit en présentiel. Là, évidemment, en vue des conditions sanitaires, depuis le mois de mars, le dernier meet-up en présentiel, c'était quelques jours avant l'annonce du confinement, c'était début mars. Et donc, depuis début mars, évidemment, tous nos meet-up et tous nos événements sont 100% online sur Teams. Et ensuite, on les republie sur la chaîne YouTube du Club Power BI. Et au moins, voilà, ça vous permet de mettre des têtes, des visages sur les organisateurs du Club Power BI qui vous voyez un petit peu partout en France. Alors pour les petits nouveaux, il y a un site à retenir, clubpowerbi.com, où en fait ça va vous rediriger vers l'ensemble de nos ressources à savoir la page Meetup, où vous pouvez en fait vous inscrire à nos événements, la chaîne YouTube où on republie tous nos événements également, le forum qui marche bien, il y a beaucoup de questions qui sont posées aujourd'hui par la communauté sur Power BI en français. Donc allez-y, il y a plein d'experts qui vous répondent. Et puis le compte Twitter, si vous voulez un petit peu avoir les news. D'ailleurs, juste rapidement pour vous montrer la chaîne YouTube, on a publié récemment toutes les vidéos du Power Saturday. Donc c'est l'événement annuel qu'on organise depuis 3 ans. Cette année, pareil, il était online. Donc on a enregistré 99,5% des sessions de cet événement Power Saturday, donc Power BI, Power Apps, Power Automate. Et il y a 3 jours, nous avons publié une bonne trentaine de vidéos, peut-être un peu moins, je ne sais plus, une vingtaine de vidéos qui sont disponibles du coup sur la chaîne YouTube du Club Power BI. Donc vous pouvez aller les visionner. Et puis évidemment, comme je l'ai dit, on publie tous nos meet-up a posteriori. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à cette chaîne pour recevoir une notification dès qu'on publie quelque chose. Sur le chapitre événements communautaires, on voulait faire un petit coucou et une petite pub à une asso et un groupe qui vient de se monter il y a quelques semaines qui s'appelle la Bizaps French Community et la communauté AOS, où en fait ils organisent un événement assez costaud sur 2 jours, très ambitieux, avec des très belles sessions sur la Power Platform, et je crois qu'il y aura aussi un petit peu de Dynamics. Donc c'est 2 jours, 19 et 20 novembre. Le Club Power BI est aussi, on va dire, partenaire et co-organisateur, même s'il faut avouer que c'est surtout la communauté AOS et Bizaps qui drive la majeure partie de l'organisation, avec le soutien également de Microsoft France. Donc pareil, hein, vu le contexte, c'est dans 3 semaines, ça sera un événement 100% digital. On attend plus de 1000 participants. Sur ce lien qu'Isabelle va peut-être vous mettre dans la discussion, le site web de l'événement a été publié. Donc vous avez en fait plein d'informations, déjà le lien pour s'inscrire, et ensuite l'agenda avec toutes les sessions, etc. Donc ça vous permettra d'avoir plus d'informations sur cet événement. Retenez la date, 19 et 20 novembre. J'animerai moi-même d'ailleurs une session sur les interactions Power BI, Power Apps et Power Automate. Isabelle, tu fais une session toi aussi à cet événement ou je sais plus, non? Oui, je fais une session. Je crois même que j'en fais 2 en fait. La deuxième, je suis plus sûre, mais oui, je serai là. Ok. Je fais une session sur le monitoring dans Power BI. Voilà. Très bien. Donc voilà, bon, il y aura des très belles sessions avec du français, de l'anglais, de la Power Platform, du Dynamics, 2 jours, 19-20 novembre, 100% digital. Donc allez vous inscrire, ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Le deuxième événement, alors j'ai pas de slide à vous montrer, mais juste le site web. Il y a également un événement intéressant qui se prépare. Pareil, 100% online. Fin janvier 2021, 18, 19, 20 janvier 2021. C'est la Modern Workplace Conference, MWCP, qui aura lieu du coup. Elle a eu lieu fin 2019 chez Microsoft France. J'avais eu la chance d'assister à la première édition.
Donc là, il y a la deuxième édition début 2021, pareil, sur un mode 100% online. L'appel à conférenciers est encore ouvert, donc s'il y a des personnes qui veulent proposer des sessions sur Power BI, Power Apps, Power Automate ou autres, vous êtes les bienvenus. Et puis, vous allez bientôt pouvoir également vous inscrire à cet événement. Mais retenez la date, 18, 19, 20. Voilà. Donc, comme vous voyez, ça bouge beaucoup hein, dans l'écosystème. C'est pas parce qu'il n'y a plus le présentiel qu'il n'y a plus d'événements. Il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par les technos Microsoft en France et qui vous organisent des événements 100% online, 100% digitaux sur tout ce qui touche de près ou de loin à Power BI et la Power Platform ou autre. Voilà, bah, écoute Isabelle, je vais te laisser la main pour que tu te présentes et que tu nous présentes un petit peu les nouveautés de Power BI et ensuite je reprendrai la main pour la main session où je vous présenterai, j'essaierai de déconstruire certaines idées reçues que vous pourriez avoir ou dont vous auriez pu entendre parler autour de Power BI. Voilà, Isabelle, je te laisse la main. Ok, super. Bah, je vais donc partager mon écran à mon tour. Voilà, en essayant de ne pas me tromper. Tout ceci est tellement technique, n'est-ce pas? Alors, si vous pouvez me confirmer que vous voyez bien, Ouais, c'est bon, c'est bon. c'est On voit. bon, c'est parfait. Je vais juste remettre ma fenêtre Teams au bon endroit. Et voilà. Donc, pour me présenter, en fait, je m'appelle Isabelle Van Kampenot. C'est un nom qui n'est pas très français, effectivement. Je suis de Bruxelles, donc je travaille sur la plateforme data de Microsoft depuis très très longtemps, au départ avec SQL Server. Et je fais partie de la communauté data francophone depuis 8 ans. Et j'ai grand plaisir à collaborer avec Jean-Pierre et tout le monde. Vous m'avez sûrement déjà croisé sur un événement ou l'autre. Et voilà, donc ce soir, je suis venue un petit peu à l'improviste, on va dire, pour jeter un œil sur les nouveautés Power BI. Alors, Tristan, tu n'hésiteras pas à freiner mon enthousiasme si nécessaire afin que je ne te mange pas trop de temps, parce que j'avais un petit peu du mal à estimer ce que j'allais avoir. On va quand même essayer de jeter un coup d'œil sur les nouveautés Power BI. Donc, en gros, qu'est-ce qui s'est passé en octobre? Alors, on aurait pu croire qu'il se passait pas grand-chose. Hein. Et puis, finalement, ces derniers jours, ça a commencé à bien sortir sur le blog de Power BI avec toutes les updates, etc. Alors, notamment, je me suis fait plaisir. Vous le voyez peut-être aussi d'ailleurs derrière sur mon background, je me suis fait plaisir avec la fonctionnalité la plus importante dans les mises à jour, c'est celle de l'icône. Vous avez sûrement remarqué que les icônes de toute la Power Platform avait été changée. Donc voilà, ça c'est la nouvelle icône de Power BI. Il va falloir qu'on réfléchisse pour le logo, Tristan, je pense. Ok, bon, alors ça évidemment, c'est pas la chose la plus importante. Qu'est-ce qu'on peut trouver dernièrement? Alors, je vais vous parler de certaines choses qui m'ont plu au niveau de la mise à jour d'octobre. Mais depuis cette mise à jour, il y a déjà d'autres petites choses qui sont sorties aussi, qui sont intéressantes et que vous pouvez trouver. Donc, je pense que les liens, les slides seront publiés aussi, que vous y aurez accès. Première chose, vous avez sûrement pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité de Power BI, vous savez que ça fait longtemps qu'on soupire pour avoir du Power BI Premium, même quand on n'a pas des milliers d'utilisateurs. Et donc, il a été annoncé qu'on allait pouvoir avoir une licence Premium par utilisateur qui allait être possible. Il y a une preview publique qui est à présent disponible sur candidature. Donc, si ça fait des années que vous mourrez d'envie de travailler en mode premium, vous allez sur la page, vous cliquez sur le lien et vous pouvez poser votre candidature pour faire partie de la preview. Ça peut être assez sympa parce que ce n'est pas que les capacities, hein, c'est aussi des fonctionnalités comme avoir un endpoint XMLA et ce genre de choses. Alors, si vous êtes déjà premium et que vous utilisez Dataflow, il y a une amélioration au niveau du moteur de calcul. Oui, moi je mets tout en anglais, hein, donc je suis vraiment désolée pour ceux à qui ça poserait un problème. Mais donc il y a une grosse amélioration en termes de performance. Donc ceci, c'est simplement un petit reminder pour vous engager à aller jeter un coup d'œil et voir tout ce qui se passe. Mais ça sous-entend que vous êtes sur du premium et que vous utilisez les data flows. Donc ce sont déjà deux conditions.
on nous annonce aussi la preview en public du connecteur vers Azure Databricks. Alors ça, je pense que c'est un connecteur qui va intéresser évidemment pas mal de monde puisque ça ouvre la porte à des choses sympathiques. C'était déjà faisable, mais maintenant, on va se retrouver avec une interface beaucoup plus agréable, beaucoup plus de possibilités, etc. Donc, si vous jouez avec Databricks et que vous jouez avec Power BI, ben, vous allez trouver votre bonheur. C'est bien entendu une preview. Alors, une petite mise à jour sympathique. Je peux peut-être même vous la montrer brièvement, celle-là. C'est le Publish to Web. Alors, le Publish to Web, c'est une option qui est un petit peu sulfureuse dans Power BI. En gros, c'est quoi? Pour rappeler, c'est le fait de dire, voilà, j'ai publié un rapport Power BI et je vais l'exposer au monde entier. Donc, on est bien d'accord que quand on fait ça, typiquement, le cas d'usage, c'est parce qu'on veut publier des données qu'on accepte de partager et qu'on veut les publier sur un mode web, en mode embed, en mettant, par exemple, les chiffres officiels de notre entreprise ou ce genre de choses. Alors, quelle est l'amélioration qu'ils ont fait? Eh bien, il y a une chose, et c'est vraiment très, très bête, mais j'ai trouvé ça assez sympa. Alors, je vais essayer de vous montrer ça dans... voilà. Donc, je vais aller sur un rapport un peu random sur mon tenant, voilà, blablabla. Ici. OK. Je vais aller dans l'option de partage. Donc, c'est simplement un rapport ici qui fait une petite analyse d'approbation de dépenses. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais donc, si je veux le publier vers le web, donc de façon tout à fait publique, on a l'habitude de cliquer ici. Et la nouveauté, elle se passe où? En fait, elle se passe là, le placeholder image. En fait, comme il peut y avoir un certain délai, si vous êtes familier avec le Data Story Gallery, vous avez sûrement déjà constaté ça, il peut y avoir un certain délai avant le moment où le rapport va s'afficher. Donc, si vous prévoyez une image pour le faire, les gens verront l'image le temps que le rapport se charge. Une autre nouvelle option aussi qui est arrivée, une amélioration dans le Publish to Web, c'est le fait que si jamais il y a trop de gens qui regardent votre rapport et qu'ils sont un petit peu submergés, qu'il y a du mal, soit vous allez avoir un message qui vous dit bon, ben voilà, il faut patienter parce qu'on est surchargé et donc on ne sait pas vous faire le rendu. Mais il va aussi pouvoir utiliser l'image plutôt qu'avoir un message d'erreur. Donc voilà, ça c'était une toute petite nouvelle, mais je la trouvais sympa. Donc voilà. Alors évidemment, ce qui nous intéresse, c'est la mise à jour d'octobre. Donc ça, on va aller regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Autre chose aussi, le fameux New Look qui est déjà un petit peu activé à gauche, à droite sur vos tenants si vous êtes en mode nouveau. Maintenant, il y a vraiment le rollout qui est démarré. Donc ça, ça y est, c'est fait. On va pouvoir dire au revoir à nos anciennes interfaces. Autre chose aussi, c'est la mise à disponibilité générale du Personalized Visual. Ça, je vais vous en parler puisque ça fait partie des features d'octobre. Je pense que Jean-Pierre vous avait déjà montré un petit peu un petit avant-goût lors de la dernière réunion. Voilà. Alors, il y a aussi, j'ai confondu deux lignes en fait. Il y a la mise à jour pour Power BI en octobre, mais il y a aussi une des mises à jour récurrentes du Power BI Report Server. Donc, j'en parlerai très, très brièvement un petit peu plus tard. Voilà. Donc, l'update en lui-même, qu'est-ce qui arrive ce mois-ci? En fait, ce qui arrive ce mois-ci, le disent eux-mêmes sur le blog de Microsoft, c'est énormément de choses qui sont finalement visuelles. Alors, vous avez les Canva Watermark, par exemple. Si vous avez installé la dernière version du Power BI Desktop, vous aurez peut-être remarqué qu'effectivement, quand vous ouvrez le Power BI Desktop, voilà, je l'ai ici, eh bien maintenant, ça ressemble à ceci. Donc, sur le Canva, déjà, on guide gentiment pour démarrer. Et on a même la possibilité, et ça c'est assez cool, de pouvoir commencer avec un dataset
Donc, il va vous proposer un petit jeu de données d'exemple. Alors, quand vous donnez cours, ça peut être bien, pourquoi pas. Et donc, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Soit on prend un tutoriel, soit on dit, OK, les données là, elles m'intéressent, j'aimerais bien travailler avec ça. Et hop, on va être parti. Et donc, là, il va tout simplement vous mettre, en fait, vers un fichier Excel, ici, comme ceci. Hop. Voilà. Et ce qui va se passer aussi, c'est que le Canva va continuer à travailler de façon intelligente et à vous proposer des petites choses. Pom, pom, pom. Toujours plus long. Et voilà, vous voyez ici, ils disent OK. Donc, il y a ici l'information qui continue pour pouvoir démarrer son premier rapport et pour pouvoir être guidé. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est sympa malgré tout. Alors, le Personalize Visual est maintenant tout à fait disponible, comme je l'ai dit. Je vais peut-être vous le montrer. Vous vous rappelez le fait de pouvoir faire des data point rectangle select, on l'a maintenant pour le tree map. Alors, une chose super chouette, super cool, je vais essayer de vous expliquer un petit peu plus ce dont il s'agit. Ce sont les dynamiques mQuery paramètres. Ça, c'est vraiment sympa. On a également des détections automatiques de tables sur les fichiers Excel, sur les fichiers JSON. En termes de data connectivité, des nouveaux connecteurs qui arrivent et des élargissements de features ou des améliorations de features sur les connecteurs existants. Au niveau service, je vous ai parlé du New Look qui arrivait. Au niveau mobile, pour ceux qui veulent travailler avec HoloLens, c'est littéralement manipuler leurs données avec un casque de réalité virtuelle. Il y a une preview qui est là. L'automatique page refresh est aussi supportée dans l'app Windows. Voilà, voilà. Au niveau embed, on a des choses. Alors, des tas de visuels qui arrivent aussi. Vous pouvez, donc, si vous cliquez sur le lien que j'ai mis dans le slide, vous allez pouvoir vraiment aller regarder ça. Il y a des démos, il y a des petites vidéos, etc. Ça va être sympa. Si vous travaillez avec des template apps, là aussi, ça va être un petit peu plus facile à utiliser et vous allez pouvoir utiliser du Direct Query dans vos template apps. Donc, ça, c'est bien. Voilà. Aussi un petit truc assez sympa. Je ne sais pas si vous êtes déjà amusé à tester parce qu'il fallait le faire vraiment à la main en faisant un fichier texte. C'est le fait qu'on peut exporter les data sources dans un fichier PBI DS, comme PBI data source, à partir du Power BI Desktop. Donc, je vais vous montrer ça, j'aime assez bien. Est-ce que j'ai un Power BI Desktop un peu correct qui soit ouvert? Ah bah oui, j'en ai un ici. Voilà, il est encore ouvert sur mes tests, donc tout va bien. Donc en fait, le rapport que je vous avais montré tout à l'heure avec le Publish to Web, on va aller regarder au niveau de sa data source. Et sa data source, c'est quoi? C'est un SharePoint. Et donc, qu'est-ce que j'ai la possibilité de faire à présent? Quand je suis dans les data source settings, je peux dire, je voudrais exporter ceci et il va me créer un fichier PBI DS. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce fichier ensuite? Eh bien, en fait, je vais pouvoir tout simplement redémarrer un Power BI Desktop. Alors, je suis en train d'essayer de retrouver mon fichier. Pom, 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 voilà. Et si je clique sur ce fichier PBI DS, donc c'est beaucoup moins riche que le template. Pour ceux qui sont familiers avec les templates Power BI, moi j'aime beaucoup les templates, ça permet de donner aux gens qui veulent démarrer déjà les bonnes connexions et les bons termes et les bonnes choses pour démarrer un rapport Power BI qui va être clean. Ici, on va tout simplement déjà donner la possibilité de se connecter à la bonne source de données. Et comme parfois, c'est un peu tricky d'aller sur certaines sources de données ou d'expliquer comment on veut faire. Voilà. Alors, est-ce qu'il me le montre? Ouais, voilà, voilà. Et donc ici, il me met directement dans mon navigateur et je vais pouvoir commencer à travailler. Voilà, donc c'est différent d'un template,
mais c'est une option sympathique. Et voilà, pour l'anecdote, il remercie même la stagiaire qui a développé la fonctionnalité cet été et qui a permis de la mettre à disposition. Voilà, alors j'essaie juste de vérifier au niveau horaire que je ne te mange pas trop de temps. Alors, ici, il y a aussi une option qui me plaît beaucoup, 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 beaucoup. Et je pense qu'elle plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi à Jean-Pierre, puisque lors de votre précédent meet-up, il vous avait parlé de la possibilité de pouvoir certifier et promouvoir des jeux de données, en fait, et des data flows. Hein, ça se situait à ce niveau-là. Et donc, ça permet évidemment de monter la qualité de ce qu'on partage au niveau de la plateforme Power BI. Eh bien, à présent, on va être capable de faire la même chose sur un rapport. Donc, le principe va être le même. Je vais peut-être retourner d'ailleurs dans mon tenant, pour vous montrer ça. Sauf que là, je suis dans le Power BI Desktop. Désolée, voilà. OK. Donc, ici, je suis dans mon workspace, comme vous pouvez le voir. Et si je me mets sur un rapport et que je vais dans les settings, j'ai mes propriétés qui arrivent ici et j'ai ce fameux endorsement. Donc, le fait de dire, voilà, je voudrais que ce rapport, il ait une valeur particulière. Donc, c'est un rapport qui est complètement certifié ou c'est un rapport qui est promu. Donc, c'est vraiment la même chose. Et pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je réexplique le principe. Promouvoir un rapport, si vous êtes membre dans le workspace et que vous avez accès, vous allez pouvoir faire une promotion. Pour le certifier, là, à ce moment-là, ça se règle. Il faut d'abord que la certification soit activée au niveau du tenant Power BI lui-même. Donc, ça va se passer ici quand on va dans les settings. C'est l'administrateur de Power BI qui va dire « Ok, je veux bien qu'il y ait de la certification qui se mette. » Et puis après, on pourra décider de certifier un rapport. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce qu'il s'agit de gouvernance de données. À partir du moment où on ouvre des espaces de collaboration, à partir du moment où on fait de la self-service BI et où on permet aux gens de publier des rapports, etc., on peut se retrouver dans une situation où on a côte à côte des rapports qui ont été développés de façon extrêmement carrée et des prototypes. Alors, bien sûr, on peut régler ça avec l'organisation des workspaces, avec de la discrimination au niveau des noms, avec des codes couleurs, etc. C'est ce qu'on faisait avant d'avoir cette possibilité. Donc, maintenant qu'on va pouvoir mettre en place ces certifications, je pense qu'on va pouvoir vraiment avoir un outil supplémentaire pour augmenter la gouvernance de données sur la plateforme Power BI. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment chouette, qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Et bien entendu, il faut réfléchir quels sont les critères qu'on va mettre en place pour certifier un rapport. Par exemple, moi, dans mes projets, pour l'instant, des rapports qui sont valorisés, qui sont dits comme étant officiels, vont tous posséder une page supplémentaire avec des tas de métadonnées qui valident la source, qui donnent un point de contact, etc. Donc là, il y a des critères que vous devez mettre en place, mais au moins, vous avez la possibilité de mettre ce label et de garantir une qualité. Donc ça, c'est important parce que c'est ça qui va vous permettre aussi de libérer de la créativité, puisqu'on pourra discriminer ce qui est tout à fait correct et officiel de ce qui est de l'ordre du prototype, de l'essai, du travail d'équipe, etc. Alors, je retourne sur mes nouveautés. Tu n'hésites pas à m'interrompre quand on a marre, Tristan. Donc, voilà. Alors, le fait de pouvoir laisser l'utilisateur d'un rapport personnaliser ses visuels. Donc, je sais que là, on vous en avait parlé la dernière fois. Maintenant, c'est arrivé. Et c'est évidemment une option qui est très puissante. Donc, vous pouvez souhaiter l'activer ou non sur un rapport. Ça se fait soit au niveau du Power BI Desktop,
soit de nouveau dans votre tenant. Donc, je vais juste changer de workspace pour vous montrer ça de façon un poil plus concrète. Voilà. Donc ici, je vais aller dans les settings d'un rapport. On a vu qu'il y avait ici les certificats, etc. Et si on descend, tout en bas, on a l'option Personalize Visual. Donc, vous pouvez le faire sur un rapport que vous avez déjà publié il y a quelque temps. Voilà. Et donc, je vais ouvrir le rapport ici. Voilà, qui est simplement... Il n'y a aucun message derrière ça, hein. Ne m'en voulez pas, c'est juste la répartition des hommes et des femmes dans une population technique, hein, par exemple, voilà. Et donc, ici, j'ai typiquement un rapport. Alors, je ne sais pas vous le montrer parce que je l'ai déjà fait, mais la première fois, vous allez même avoir un écran d'aide, donc un écran noir qui va venir vous suggérer la bonne façon de travailler. Mais en fait, c'est ce petit symbole supplémentaire qui apparaît ici dans le header, dans l'entête de votre visuel. Bien entendu, pour ça, il faut que les headers soient aussi activés. Et donc, vous voyez qu'ici, je peux dire, ah bah, tout compte fait, moi, j'aime pas du tout comment le gars qui a fait le rapport, la personne qui a fait ce rapport a fait. Moi, je préfère que ça soit côte à côte et donc, je vais le changer ou alors, je vais le mettre ainsi. Mais ça va beaucoup plus loin que ça parce que vous pouvez aussi très bien décider d'aller rechercher un autre axe et d'accéder au modèle de données. Comme vous pouvez décider d'accéder au modèle de données, on a aussi la possibilité, et c'est conseillé, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous avez la possibilité de créer des perspectives du coup également pour un petit peu structurer et organiser la façon dont les gens vont travailler dans leur visuel, pardon. Donc voilà, il y a vraiment moyen, je peux ajouter même quelque chose pour le tooltips, etc. Et quand j'ai terminé de faire ici mon changement, voilà, ça c'est les petites fenêtres dont je vous parlais. Il dit, ah bah tiens, c'est chouette, vous avez créé ça, bah, c'est peut-être l'occasion de créer un bookmark. Donc je ne vais pas rentrer dans les bookmarks, mais vous pouvez vraiment faire votre petite popote et préparer votre navigation personnalisée. Alors, comme Jean-Pierre le disait la dernière fois, c'est super chouette parce que c'est vraiment le dernier kilomètre vers le fait de donner plus de puissance d'analyse aux gens qui consomment les rapports. Et c'est vraiment important parce que la puissance de Power BI, c'est ici qu'elle se trouve, hein. C'est dans cette souplesse, cette interaction et cette capacité à maintenant même pouvoir modifier au vol nos visuels. Et bien entendu, on peut revenir toujours à la version qui avait été prévue au départ. Voilà. Alors, ça, c'est simplement pour dire que maintenant, si vous vous connectez à un fichier Excel et que dedans, les gens ont travaillé proprement et ont fait des tables, lui va vous proposer, il va vous suggérer les tables qui se trouvent dans le fichier. Donc, ça, c'est sympa. Si vous lui donnez un fichier JSON à manger, ça va être pareil. Il va beaucoup plus facilement aplatir et vous proposer des tables. Alors, un que je trouve très chouette aussi, c'est si vous travaillez avec du SharePoint Online en tant que source de données pour vos rapports, dans le connecteur, vous allez déjà pouvoir préciser l'API que vous utilisez et surtout, vous allez pouvoir aller récupérer des vues. Donc, ceux qui sont familiers avec les listes SharePoint savent qu'on crée des vues dessus. Eh bien, on peut dire que effectivement, on va aller directement chercher la vue qui nous intéresse. Alors, encore une petite chose, vraiment chouette, je vous ai mis des liens, il n'y a pas le temps, je pense que ça méritera, quand ce sera devenu un peu plus mûr, ça méritera probablement une session, c'est le fait de pouvoir utiliser des paramètres de query, mais dynamiques au niveau donc de votre Power Query. Donc concrètement, en gros, c'est quoi? Je vous ai mis une série de liens pour que vous puissiez vous amuser à aller voir si vous êtes comme moi impatient d'aller gratter. Concrètement, c'est dans un rapport où on est en direct query, avoir la possibilité que quand on choisit un slicer, ce qu'on choisit là aille directement modifier un paramètre dans votre Power Query et que donc la chaîne soit parfaite et l'interaction
l'interaction aille jusqu'au bout. Alors, c'est super, évidemment, il y a des tas de scénarios qui se mettent en tête quand on lit ça. Un scénario intéressant, et je vous conseille vraiment d'aller lire le blog post de Chris Webb qui est tout frais. Pourquoi est-ce que je suis impatient à propos des paramètres dynamiques ici? Et là, il montre un exemple où il fait des tailles de bins dynamiques dans un graphique. Donc, c'est un cas d'usage assez sympathique. Il y a moyen de le voir en live ici, par exemple en changeant des dimensions dynamiquement sur le site. C'est limité pour l'instant. Alors, c'est limité, c'est-à-dire qu'on se dit « Ah, trop cool, je vais aller attaquer mon vieux serveur SQL avec ça, avec des paramètres, comme je faisais avec mes rapports paginés, s'il y a des anciens ici. » Non, pour l'instant, ce type de source-là n'est pas toléré. Donc, on a vraiment une limitation au niveau des sources qui sont possibles et qui sont plutôt des sources de type M à la base. Pas oublier non plus qu'à partir du moment où on autorise de faire ça, il y a la question des injections. Pourquoi? Parce que vous allez passer de l'information qui va venir s'inscrire dans la query. Donc ça veut dire, et c'est vieux comme le monde, que les gens ont potentiellement la possibilité d'aller envoyer du code dans votre Power Query. Et comme on sait que dans Power Query, on peut même utiliser du R qui est un couteau suisse, je dirais sky is the limit. Non, je ne vous ai pas montré un outil pour hacker à partir de Power BI. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Quoique. Alors, l'export des data sources vers ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Le slide est là. C'est vraiment tout simple. Et alors, pour conclure sur cette petite mise en bouche au niveau des nouveautés Power BI, il y a le fameux update du Power BI Report Server. Alors, je ne sais pas si on est combien en fait maintenant, si je regarde? Eh bien voilà, nous sommes 136. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui utilisent du Power BI on-prem. J'entends les cris d'horreur un peu partout, mais il y a des environnements où les gens utilisent le Power BI Report Server. Et il faut savoir que ça n'est mis à jour que 3 ou 4 fois par an. Donc, on attendait vraiment avec impatience cet update. Et en général, quand ils font ça, ils prennent de façon rétrospective la plupart des mises à jour qui sont compatibles depuis la dernière mise à jour. Et la dernière mise à jour datait du mois de mai. Autant vous dire qu'en octobre, j'ai des clients qui sont super heureux que ce soit enfin arrivé avec toute une série de choses, dont notamment le support pour les fonctions financières d'Excel, par exemple, qui était attendu, le fait d'avoir le modèle View, parce que on est sur de l'on-prem et souvent les gens utilisent ça en étant connectés à un cube tabulaire, etc., etc. Voilà, voilà. Alors, je pense que j'ai fini mon petit tour et que je vais te rendre la main, Tristan. Très bien, merci Isa, c'était très intéressant ta démonstration. On a eu quelques questions, quelques remarques. J'ai moi-même posé la question aux participants combien il y a de personnes qui sont sur Power BI Report Server. Il n'y en a que 2 ou 3 qui ont répondu. Oui, Donc, c'est normal. vrai que je pense que la majorité maintenant s'est imposée avec la version cloud de Power BI, mais c'est vrai qu'il y a encore quelques Gaulois qui résistent Voilà. avec la version on-prem. Très bien, mais en tout cas, merci Isabelle. Donc, je vous rappelle que la session est enregistrée, donc si vous voulez revoir certains éléments, ça sera republié sur la chaîne YouTube. Donc, on va passer une dernière heure ensemble, une bonne heure, on va voir en fonction de comment j'avance, sur les idées reçues autour de Power BI. Alors, c'est vrai que j'ai pensé tout à l'heure, je ne me suis pas présenté en fait. Hop, je vais réactiver la caméra, comme ça vous me verrez, ce sera quand même un peu plus sympa. Je ne me suis pas présenté tout à l'heure lorsque j'ai démarré le Meetup. Donc, moi, je m'appelle Tristan, pour les petits nouveaux. Je suis le cofondateur du club Power BI à Paris et je gère depuis un peu plus d'1 an une boîte qui s'appelle DataPulse et qui fait du conseil et de la formation sur Power BI. Voilà, je voulais juste le préciser parce que j'ai oublié de me présenter tout à l'heure, donc désolé pour les nouveaux. Donc, la session de ce soir, la main session, c'est déconstruire un petit peu les idées reçues sur Power BI. Alors, des idées reçues, on les entend dans les discussions qu'il peut y avoir entre consultants, chez nos clients, lors de meet-up en présentiel, lors de différentes conversations,
avec des personnes aussi qui bossent sur d'autres outils, hein, comme ClickView, ClickSense, Tableau ou autres. Et c'est vrai que très souvent, j'ai l'impression que Power BI est en fait assez mal perçu par l'écosystème, que ce soit des gens qui travaillent sur Power BI ou pas. Il y a quelques idées reçues en fait qui sont véhiculées autour du produit et que je vais chercher un petit peu à déconstruire ce soir. Donc sous 3 angles. Le premier angle, c'est trop souvent on entend que Power BI est un outil de data visualisation. Alors je vais essayer de vous montrer que c'est vrai, mais que c'est partiellement vrai. C'est bien plus que cela en réalité. La deuxième thématique, ça sera Power BI et la gestion de la volumétrie, parce qu'on entend aussi beaucoup de choses là-dessus. Power BI, c'est pas performant, Power BI, c'est lent, je peux pas attaquer des grosses je peux pas analyser des grosses volumétries de données dans Power BI, voilà, ces choses-là. Donc on va traiter cette problématique ensemble. Et la dernière thématique, Power BI et Excel, parce qu'on entend aussi beaucoup de gens dans l'écosystème qui pensent que les produits se cannibalisent et que Power BI tend à faire disparaître Excel. On verra que c'est tout l'inverse et que ce sont deux produits en fait qui se subliment, qui sont très complémentaires et qui ont vocation à perdurer dans le temps. Voilà. En tout cas, c'est mon avis. Donc voilà les 3 angles. Je pense qu'après chaque thème, on pourra faire peut-être une petite séance de questions-réponses et puis je laisserai aussi mes collègues du club Power BI Isabelle, Joël, Philippe ou autres répondent à vos questions sur le chat. En tout cas, n'hésitez surtout pas à intervenir et poser vos questions. Donc, première thématique, alors j'ai très peu de slides, hein, ça va être surtout pas mal de démonstrations. Power BI, est-ce que c'est seulement un outil de data visualisation? Bon, la réponse courte est non. En fait, effectivement, Power BI est un très bon outil pour visualiser de la donnée. Je vais vous montrer par exemple un ou deux reports que j'avais fait il y a quelques temps quand j'étais étudiant. J'en avais fait un, par exemple, sur les élections américaines, que je vais devoir, à mon avis, mettre à jour d'ici ce soir ou demain, puisque les élections 2020 sont en cours entre Joe Biden et Donald Trump. Donc j'avais préparé un report à l'époque en 2016 sur les élections américaines. Et effectivement, Power BI est un très bon outil pour visualiser de la donnée. On peut visualiser de la donnée sur carte. Donc là, en l'occurrence, on voyait les counties américains avec leur répartition démocrate républicain en 2016. Tous les graphiques sont interactifs, hein, donc si je veux cliquer par exemple sur les États qui ont entre 13 et 20 grands électeurs dans une certaine région, bah, tout se met à jour. Il y a tout un système de bookmark et de navigation pour pouvoir assez rapidement forer dans la donnée. Là, en l'occurrence, par exemple, je m'étais amusé à regarder la corrélation entre le taux de pauvreté en X et le pourcentage de vote pour Hillary Clinton en Y. Et je clusterisais les différents points. Voilà, c'est quelque chose que je vais d'ailleurs peut-être creuser dans l'analyse 2020, de voir s'il y a une corrélation entre le comportement de vote et par exemple le taux de pauvreté. Donc effectivement, avec Power BI, on peut produire des analyses assez intéressantes. Alors là, je vous ai montré sur des données, on va dire, non business, avec des cartes, des graphiques un peu sympas. On peut évidemment appliquer ça à des choses totalement business. Là, par exemple, c'est un report qu'on a construit pour analyser des données de vente. Voilà, un report assez standard avec des visuels, des donuts, des tree maps, des bar charts, de la visualisation sur carte. Et effectivement, à chaque fois, on retrouve ce qui fait l'une des forces de Power BI, c'est cet aspect interactif, visuel et facile à prendre en main, du moins pour l'utilisateur final. Mais en fait, ce que vous voyez là, c'est, je le montre souvent, donc désolé pour ceux qui ont déjà assisté à pas mal de meet-up, mais c'est la face émergée de l'iceberg en fait. Ce que vous voyez là, c'est le tableau de bord ou le report qui est le résultat final d'un certain nombre d'opérations qui ont été réalisées principalement dans Power BI également et qui ont permis d'aboutir à ce résultat final. Et donc, ce que je cherche à vous montrer à travers ce slide, c'est que oui, Power BI permet de faire de la visualisation de données. C'est un très bon outil pour faire de la visualisation de données. Il y en a d'autres. Tableau, par exemple, est un très bon outil pour la data visualisation, mais je pense qu'il ne fait quasiment que ça, la data visualisation, là où Power BI, en fait, la data visualisation est presque accidentelle dans le produit. C'est la cerise sur le gâteau. Ça va venir sublimer ou montrer ce que vous avez fait avant. Mais la vraie force de Power BI, c'est justement cette capacité à adresser tout un éventail de besoins et surtout de pouvoir vous accompagner, de vous donner du confort et de l'autonomie sur chacune des étapes qui sont décrites ici, à travers l'import des données, le nettoyage, la modélisation, l'analyse, la visualisation et le partage. Donc c'est extrêmement important.
Cette slide montre évidemment que la data vis n'est qu'une partie de l'outil. Et aujourd'hui, ce qu'on observe dans l'écosystème, c'est la loi de Pareto, le 80-20. Aujourd'hui, vous passez à peu près 80% de temps sur vos analyses et sur vos projets BI sur cette partie-là de l'iceberg. Et donc, l'un des intérêts aussi de Power BI, c'est de pouvoir automatiser cette couche basse de l'iceberg pour que vous puissiez passer plus de temps sur la partie analytique et visuelle. Donc, en fait, en voyant ce slide, on a plus ou moins l'agenda de ce soir. En fait, je vais remonter l'iceberg, tout simplement. Je vais vous montrer un petit peu des démos concrètes sur chaque partie du produit pour que vous puissiez bien comprendre à quoi ça sert et à quel point il peut être pertinent sur d'autres briques que juste simplement la data visualisation. Donc, premier exemple, la partie, on va dire, connectivité. D'accord? Donc, la partie vraiment basse de l'iceberg. Sur cette slide, vous voyez un petit peu l'écosystème Power BI en action. Et évidemment, dans Power BI Desktop, logiciel gratuit qui est mis à jour tous les mois, je vous le rappelle, vous avez des connecteurs où vous allez pouvoir, en fait, ça ne se voit pas forcément sur cette infographie, mais réaliser quasiment l'ensemble des étapes de l'iceberg directement dans Power BI Desktop. Donc si je vais ici, dans mon Power BI Desktop, et que je vais dans Obtenir les données, effectivement, ici, je trouve toute une ribambelle de connecteurs. Il y en a plus de 80 maintenant qui sont disponibles, qui vont me permettre du coup d'aller chercher l'information, d'aller me connecter sans forcément être un développeur ou sans forcément avoir à coder en SQL, en VBA ou je ne sais quoi. Ce sont des connecteurs natifs, pré-packagés par Microsoft ou par l'écosystème et qui vont vous permettre du coup d'aller chercher la donnée assez facilement. Et donc justement, on va prendre un premier exemple pour illustrer les capacités de connectivité, mais surtout de retraitement de données de Power BI à travers Power Query, donc qui est vraiment la couche basse de votre projet BI et la couche basse de l'iceberg, et qui va vous servir d'une part à vous connecter à des données, mais surtout à les nettoyer, à les préparer pour rendre l'analyse plus facile et rendre les données plus exploitables. Donc comme point de départ, on va prendre ce fichier Excel, puisque Excel est une source disponible parmi d'autres dans Power BI. Donc ce sont des données fictives de vente par année, par zone géographique, donc pays, ville-pays, et par continent. Et le problème de cette source de données, c'est qu'elle est difficile à exploiter. Par exemple, c'est compliqué de construire un tableau croisé dynamique qui prendrait comme source cette table-là. J'ai des données manquantes, j'ai des données sur différentes en-têtes, j'ai mes années en colonnes. Bref, il y a pas mal de choses qui font que la structure de cette table n'est pas prête à l'emploi, n'est pas facile à analyser. Donc, quelles sont les options qui s'offrent à moi? Soit je retraite la donnée à la mano dans Excel, soit j'utilise des formules, peut-être du VBA, soit je charge ça dans une base de données ou dans un ETL et je vais essayer de retraiter la donnée, mais là, on perd tout de suite un petit peu les populations métiers. On va faire mieux que ça. On va utiliser Power BI pour se servir d'Excel comme une donnée brute, donc on va surtout rien toucher dans Excel, et on va se servir de la force de Power Query pour retraiter ce fichier, changer sa structure, et ce, de manière automatisée. Donc je retourne dans mon Power BI, et là, je vais vous illustrer donc tout de suite les capacités analytiques de l'outil. Je vais aller ici, le voilà. Donc je me connecte à mon fichier Excel avec Power Query qui va détecter automatiquement la structure de mon fichier Excel et ses métadonnées, donc les colonnes, enfin les onglets. Là, en l'occurrence, j'ai un seul onglet qui s'appelle Sales. Je vais le transformer parce que je juge que la donnée n'est pas prête à l'emploi. Et alors là, bon, je vais aller assez vite sur les transformations. L'idée, c'est pas de vous faire une formation sur Power Query, mais juste d'illustrer un petit peu les capacités de retraitement de données qui sont propres à Power BI. Donc là, j'atterris dans une interface métier qui va me permettre de nettoyer ma donnée à travers des boutons. Donc c'est assez self-service, c'est assez simple et intuitif. Je vais donc, à travers ces boutons, effectuer des opérations, des actions sur ma table. Ces actions vont être enregistrées sous la forme d'étapes sur la droite. Donc c'est ça qui va permettre ensuite que ces opérations soient enregistrées de manière automatique et que je puisse ensuite rafraîchir de manière automatisée mes jeux de données Power BI. Et donc là, le challenge, c'est d'arriver en quelques minutes, sans avoir à écrire une seule ligne de code, juste en utilisant les différents boutons, de pouvoir en fait retraiter sa donnée. Donc allons-y. Là, par exemple, j'ai mes années qui sont mal structurées, je vais les promouvoir en en-tête. Vous remarquez que ça me crée une étape sur la droite, qui est enregistrée. Ici, mes continents, par exemple, sont mal structurés, c'est-à-dire que j'ai des données manquantes. J'ai un bouton pour ça. Je vais pouvoir remplir mes données, par exemple.
Je vais pouvoir me débarrasser des lignes nulles qui polluent en fait inutilement mon report à travers un filtre qui va supprimer les lignes. Comme dans Excel, je peux agir sur des délimiteurs que je peux d'ailleurs personnaliser pour splitter ou séparer des colonnes, en l'occurrence ici la ville et le pays. Je peux faire des renommages. Donc là, je vais toucher à la structure de ma table. Pays. Voilà. Donc là, vous voyez, en quelques clics, sans coder, je commence un petit peu à retraiter la structure de ma table. Alors là, je vais effectuer une opération qui est assez puissante et assez bluffante. Là, j'ai mes années en colonne. Je vais les pivoter parce que c'est pas une table facile à exploiter. C'est pas pratique d'avoir les années en colonne comme ça. Donc, je vais faire un clic droit, dépivoter les autres colonnes. Et en fait, ici, je vais pouvoir directement avoir mes années sur une seule colonne qui va permettre ensuite l'analyse de données. Donc ici, je vais mettre les années. Et là, cette colonne-là, ça sera, on va dire, les quantités de vente. D'accord? Donc voilà, en quelques minutes, sans coder, juste en utilisant des boutons de l'interface Power Query, je suis passé d'une structure pas du tout facile à analyser à une table à plat parfaitement structurée et dont je comprends complètement les tenants et les aboutissants. Donc maintenant, je vais pouvoir typer mes données et ensuite passer directement à l'analyse. Donc ça y est, Power BI m'a permis, grâce à Power Query, de partir d'une donnée déstructurée, compliquée à analyser, pour en reconstruire une table à plat complètement exploitable et facile à utiliser. Et donc évidemment, après, derrière, oui, je peux faire de la data visualisation dans Power BI. Je peux voir par exemple mes ventes par année. Voilà, ça va me construire un graphique. Je peux les ventiler par continent. Bref, toutes les fonctionnalités analytiques et visuelles de Power BI que vous les connaissez sont en fait permises par ce moteur Power Query qui a cette capacité à aller chercher la donnée et à la retraiter de manière efficace et robuste. Alors évidemment, je ne vous fais pas la démonstration là, mais en fait, les étapes ont été enregistrées sur la droite, vous l'avez remarqué, et du coup, c'est ça qui fait que la prochaine fois que je vais actualiser mon rapport, ou si demain je décide de déployer ce report dans le cloud sur le portail Power BI, eh bien c'est ces étapes Power Query qui, parce qu'elles sont enregistrées, vont permettre en fait d'appliquer en fait ces étapes à chaque rafraîchissement des données, et donc d'avoir à chaque fois les données à jour, par exemple tous les matins à 8 h ou tous les soirs à 22 h. Ce script Power Query tourne quelque part dans le cloud et me permet d'avoir mes données à jour et donc mes reports à jour. Donc ça, c'était pour la partie Power Query, donc, que j'ai illustré en quelques minutes. Vous vous doutez bien qu'on peut aller beaucoup plus loin en termes de fonctionnalité en utilisant l'interface. On peut notamment, par exemple, faire des jointures, concaténer des fichiers Excel, concaténer des onglets, on peut se connecter à des bases de données, on peut faire plein de choses avec Power Query. Là, ce que vous devez retenir, c'est que c'est une brique extrêmement puissante, assez accessible, et qui fait bien partie de l'écosystème Power BI. J'ai quelques clients qui, par méconnaissance de l'outil, avaient tendance à faire toute la phase de data prep, de préparation de données, en R, en Python, en SAS ou en je ne sais quoi, parce qu'en en fait, ils n'avaient pas compris que cette brique faisait aussi partie de Power BI Desktop et permettait d'ailleurs, à mon avis, de manière plus simple et plus robuste, de nettoyer la donnée efficacement. Alors, pour ceux qui voudraient aller en fait plus loin avec Power Query, derrière, vous l'avez peut-être remarqué quand je faisais des étapes, il y a en fait un langage qui s'appelle le langage M. Donc, c'est ce que vous voyez ici à l'écran. Alors, pour le voir, il faut afficher la barre de formule que vous voyez ici pour voir le code affiché. Le code que vous voyez à l'écran, alors c'est pas du DAX, c'est pas du Excel, c'est pas du SQL, c'est du M. M pour Mashup Engine, qui est le moteur qui tourne derrière Power Query. Et donc, pour les plus geeks d'entre vous, ou ceux qui veulent aller un peu plus loin que juste utiliser quelques boutons dans l'interface, derrière, on a un vrai langage de programmation avec des objets, des listes, des enregistrements, des fonctions personnalisées, et on peut faire des choses extrêmement avancées. Par exemple, ici, dans ce fichier, j'ai en fait une fonction que j'ai créée moi-même en utilisant le langage M. Donc, je vous montre le code de cette fonction. Et en fait, que fait cette fonction ? Elle attaque une URL sur le web et elle récupère des données d'un site web. Donc le site web en question, je peux vous le montrer rapidement. Hop là, calories, voilà. En fait, c'est un site web où j'ai par lettre de l'alphabet les calories, protéines, glucides, etc. de chaque aliment.
Et bien juste avec un petit bout de code en M, qui n'est d'ailleurs pas si compliqué, je peux requêter ce site web. Par exemple, si je veux avoir tous les aliments qui commencent par la lettre Z, voilà. Et là, Power Query, en une demi-seconde, il vient d'envoyer une requête Power Query, du coup, une requête à mon site web où j'ai pu en fait variabiliser la lettre qui fait partie de mon URL. Bon, c'est juste un petit exemple parmi des milliers, parmi des millions, juste pour vous dire que derrière l'interface, il y a un vrai langage, il y a un vrai moteur qui permet de faire des choses très 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 avancées. D'ailleurs, la plupart des data scientists qui utilisent R ou Python pour faire la partie data cleansing, donc préparation des données, nettoyage, ils s'y retrouvent en général très bien dans Power Query parce que soit ils ont les mêmes fonctionnalités dans l'interface, soit ils peuvent passer aussi par le code en M pour interagir avec les objets qui sont propres au langage M et qu'on retrouve aussi en M, en R ou en Python, par exemple les listes, etc. Voilà. Donc, interface métier robuste, flexible, qui permet à des populations non techniques de préparer la donnée. Mais derrière, si on veut aller plus loin, on a un langage pour le faire. La dernière chose dont je voulais vous parler sur le moteur Power Query, c'est que depuis 1 an et demi, vous l'avez aussi dans la version cloud de Power BI, où en fait, pour optimiser vos traitements et vos architectures BI, potentiellement, vous pouvez maintenant déporter vos scripts Power Query du desktop vers le cloud à travers ce qu'on appelle des data flows. Donc, si vous n'avez jamais entendu parler de ce truc-là, on a fait 1 ou 2 meet-up là-dessus au Club Power BI. Qu'est-ce que c'est un data flow? Ce n'est ni plus ni moins que Power Query, donc le même moteur que ce que je vous ai montré dans le desktop, mais directement ici dans le portail web Power BI. Donc, ça peut permettre, par exemple, à des développeurs Power Query ou M qui travaillent sur Mac, qui du coup n'ont pas accès à Power BI Desktop, de développer ici des requêtes directement dans un portail cloud avec une connexion Internet et une licence Power BI Pro. Voilà. Donc là, on a le même principe avec des connecteurs. On a à peu près la même interface, évidemment le même langage sous-jacent. Et l'un des intérêts des data flows, c'est qu'on va pouvoir mutualiser par exemple une requête Power Query vers plusieurs jeux de données. Par exemple des référentiels métiers, des choses comme ça. Microsoft investit beaucoup de temps et d'argent sur cette partie-là du produit aujourd'hui, Dataflow. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage vraiment à aller creuser, à regarder, parce que c'est un petit peu l'avenir de Power Query, et c'est vers cela que Microsoft veut aller pour permettre à Power BI de vraiment gérer de bout en bout tout un projet BI, c'est-à-dire de la récupération des données brutes jusqu'à la mise à disposition du rapport aux utilisateurs finaux. Donc je ne vous ferai pas de démo ce soir sur les data flow, mais globalement, retenez la chose suivante, c'est Power Query dans le cloud. Voilà, avec les avantages que cela comporte. Donc voilà pour la partie, on va dire, data prep, préparation de données et langage M. Donc on voit bien à travers ce premier exemple que déjà, rien qu'avec ça, non, Power BI, c'est pas qu'un outil de data visualisation. On a une couche sous-jacente qui permet d'aller chercher des données et de les préparer. Maintenant, on va remonter un petit peu l'iceberg. Donc là, je vous ai montré, on va dire, cette partie-là. Donc on va continuer de remonter l'iceberg. On va s'intéresser maintenant à cette partie-là qui est la plus puissante à mon goût et ce qui différencie le plus aujourd'hui Power BI des autres outils du marché. C'est ses capacités à modéliser la donnée et à les analyser sur des volumétries de données très importantes. Donc, pour illustrer mon propos, le report que je vous ai montré tout à l'heure, bon, il vaut ce qu'il vaut, il est user-friendly, il compare des données, des ventes, des budgets, des choses comme ça. En réalité, derrière, ce rapport est le résultat de croisement et le résultat d'un modèle de données qui est lui-même en fait connecté à plusieurs tables. Là, par exemple, ce visuel que vous voyez à l'écran, c'est une manière de visualiser les ventes versus budget par magasin ou par zone géographique. Grâce aux capacités visuelles de Power BI, on peut évidemment faire du data storytelling, jouer avec et voir comment évoluent mes ventes versus budget dans le temps. Donc là, oui, on revient sur des sujets plus data visualisation. Mais pour pouvoir faire ça, il faut non seulement pouvoir se connecter aux données et les retraiter, et surtout, il va falloir pouvoir les modéliser. Alors, qu'est-ce que j'entends par modéliser? Là, sur ce graphique, en fait, on voit deux données. On voit du chiffre d'affaires, le sell-out, mais on voit aussi de la donnée budgétaire. Et je ne connais pas un seul client
qui a toutes les données au même endroit. Ça n'existe pas. Et c'est ça l'intérêt de la BI. L'intérêt de la BI, c'est de permettre de se connecter à différentes sources de données et de pouvoir les croiser, les analyser pour ensuite sortir des reports. En l'occurrence ici, dans cet exemple, les données de vente, je vais vous montrer dans quelques minutes comment on a fait, mais les données de vente sont issues d'une base de données SQL Server dans le cloud, d'accord? En revanche, les données budgétaires, les données d'objectifs, elles sont stockées dans des fichiers Excel qui ne sont pas dans la base de données. Et donc, il faut avoir cette agilité, cette capacité côté BI, côté Cube, côté Power BI, pour pouvoir en fait croiser ces données, même si à la base, elles ne sont pas au même endroit, et même si elles n'ont pas la même structure ou la même granularité. Donc à quoi ça ressemble un data model? Globalement, c'est un ensemble de tables qui sont liées par ce qu'on appelle des relations. Et donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le data model, le modèle de données, qui a permis en fait de construire ce report. Alors évidemment, les utilisateurs finaux ne le voient pas, hein, souvenez-vous, la fameuse face immergée de l'iceberg. Mais ça, en fait, c'est le rôle du développeur Power BI qui va en fait devoir comprendre comment retranscrire un besoin métier qui semble spécifique, qui semble complexe, qui n'est d'ailleurs pas toujours très bien exprimé. Eh bien, il va falloir avoir l'intelligence et le recul nécessaires pour pouvoir comprendre quelles sont les différentes sources de données et ensuite comment est-ce que je vais modéliser tout ça, comment est-ce que je vais harmoniser tout ça dans un modèle de données efficient et compréhensible, puisque l'objectif, je vous le montrerai dans quelques minutes, c'est qu'ensuite ce modèle puisse être réutilisé par d'autres utilisateurs dans l'entreprise. Donc concrètement, c'est un petit peu un changement de paradigme, parce que là où dans Excel, on va principalement faire des recherches V, des index equiv, des choses comme ça, dans Power BI, on n'a plus la contrainte d'avoir à tout mettre dans la même table. Hein, posez-vous 2 minutes. Là, ce soir, on a peut-être dans la salle des contrôleurs de gestion, des experts comptables, des data analysts qui travaillent 3 heures voire 5 heures par jour sur Excel. Quand vous êtes dans Excel et que vous voulez faire un tableau croisé dynamique, vous avez l'absolue nécessité d'avoir toutes vos données dans la même table. À moins, évidemment, d'utiliser Power BI dans Excel, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Mais si vous utilisez le Excel natif tel que tout le monde le connaît aujourd'hui, quand vous voulez faire une analyse, vous êtes obligé de vous débrouiller pour tout mettre dans une espèce de grosse table, dans un gros onglet, qui sera ensuite la source de votre tableau croisé dynamique. Et c'est pour ça que les fonctions comme recherche V ou VLOOKUP, index match ou index equiv sont aussi répandues dans le monde de la donnée et de la data aujourd'hui. Parce qu'en fait, implicitement, les utilisateurs savent qu'ils ont besoin de tout mettre au même endroit pour faire ensuite les croisements. Dans Power BI, cette contrainte saute. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir tout dans la même table. Je vous montre un exemple ici. Par exemple, mon sellout. Donc là, cette table, c'est une donnée qui est stockée dans une base de données. D'accord? Elle comprend 900, là vous voyez 900 000 lignes. Très bien. Elle est liée par une relation à mon référentiel des articles, d'accord, par une clé. Je ne rentrerai pas plus dans le détail ce soir. Donc, mon référentiel article est capable de filtrer ma table sellout. Et du coup, contrairement à du Excel classique, je suis capable de faire de l'analyse multitable, multisource. Donc, par exemple, ici, je vais pouvoir voir par marque mon chiffre d'affaires. Alors même que, à la base, vous remarquerez qu'on a été assez inventif sur l'anonymisation des marques. Là, je fais quelque chose qui peut perturber certains d'entre vous ce soir. Je suis en train de croiser des données dans un même visuel qui n'appartiennent pas à la même table. Le référentiel des articles dans la table article et le référentiel la table sellout qui vient d'une source diverse. Tout cela, toute cette interactivité, je vais pouvoir ensuite par exemple croiser par ville, toute cette interactivité est permise par ce modèle de données, en fait, les relations entre les tables. Et donc, c'est souvent ça la clé de voûte d'un projet Power BI, c'est d'arriver à partir d'un besoin métier pour le retranscrire dans un modèle de données qui va permettre de faire tous ces croisements et qui va permettre de faire des analyses, on va dire, agiles, flexibles et surtout scalables, puisque parfois on peut être amené à analyser des gros volumes de données. Alors, évidemment, quand le modèle n'est pas bon, eh bien, on peut avoir certaines déconvenues.
Là, par exemple, mes objectifs, ici, donc qui sont une table qui sont stockés dans Excel, c'est pas toujours évident à gérer dans un modèle de données parce que ces objectifs, donc combien j'ai prévu de faire, eh bien, ils ne sont pas stockés au même endroit, ils n'ont pas la même granularité, ils n'ont pas le même niveau de détail, et donc c'est pas toujours simple de savoir comment on va les lier au reste du modèle de données. Donc là, en l'occurrence ici, ce qu'on voit, c'est que la personne qui a construit ce modèle de données, elle a lié la base article et le calendrier aux objectifs. En revanche, la base des magasins ici n'est pas liée. Et donc, par exemple, si je cherche à voir mes objectifs par magasin, donc je vais aller ici, ben, vous allez voir tout de suite que la relation n'ayant pas... hop, alors, il arrive quand même à rattacher sur un pays, il faudra que je regarde pourquoi, mais la relation n'existant pas entre store et objective, eh bien, le modèle de données n'est plus efficace et ne me permet pas de répondre à ma question métier. Donc évidemment, ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir répondre à cette problématique, c'est faire en sorte que toutes les relations entre mes données soient bien modélisées et que je puisse... Alors là, j'ai vraisemblablement un problème là, dans le modèle de données, il faudra que j'aille regarder, mais qui est ailleurs, à mon avis. Non, voilà, c'est bon. Le pays, à mon avis, est mal renseigné dans le modèle. Peu importe, c'est un autre problème. En tout cas, voilà, il y a une incidence directe entre ce que vous faites dans la modélisation, les choix que vous faites en matière de relations et la data visualisation. Donc ça, c'est une partie qui est très importante dans le produit, qui est souvent mal perçue et mal utilisée. C'est la partie peut-être la plus abstraite ou la plus complexe, parce que ça suppose effectivement d'avoir certaines notions en BI. Qu'est-ce que c'est un référentiel, donc une table de dimension? Qu'est-ce que c'est une table de faits? Comment je vais lier mes tables? Quelle est l'importance des relations? Je ne rentrerai pas dans le détail technique de tout cela aujourd'hui, hein, ça mérite une formation à part entière, mais retenez la chose suivante. Le modèle de données, c'est la pierre angulaire de votre projet Power BI. Si vous n'avez pas un bon modèle de données, vous ne pourrez pas construire des reports interactifs, vous aurez des problèmes de performance, vous aurez aussi souvent des problèmes dans les calculs. Vous aurez des calculs qui seront complètement faux parce que le modèle sera tout simplement mal construit. Donc voilà, la modélisation, elle est bien là, elle est présente dans Power BI. Et quand je parlais d'un modèle soigné, ergonome, vous remarquez par exemple ici que dans la partie data visualisation, j'ai masqué certaines clés, j'ai masqué certaines colonnes pour faire en sorte, en quelque part, en fait, le but de quelqu'un qui modélise dans Power BI, c'est de masquer la complexité aux utilisateurs finaux. Donc toutes les clés techniques, tout ce qui va servir de lien entre les tables, c'est crucial pour le fonctionnement interne du modèle de données. En revanche, ce n'est absolument pas... excusez-moi, je suis perturbé, j'ai un appel de Teams sur mon portable, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Il y a un problème de connexion ou non? Isabelle, tu confirmes que tout fonctionne bien? Tout fonctionne bien, on t'entend parfaitement, on n'entend pas ton téléphone. Ouais, non, mais je sais pas pourquoi je reçois un appel de Teams en fait, sur ce meet-up. Bon, peu importe. Celui qui appelle constant, arrête. Donc je sais plus ce que je disais, mais oui, bon, le modèle de données est crucial dans l'élaboration de vos reports. Et qui dit mauvais modèle dit problème de performance et dit mauvais calcul. Donc oui, je parlais de l'ergonomie du modèle. Le but, c'est de masquer la complexité aux utilisateurs métiers. Donc tout ce qui est clés techniques, etc., évidemment, on va masquer pour permettre, on va dire, une utilisation efficiente et rapide de ce modèle. Alors, le modèle, il comprend quoi? Il comprend des tables qui doivent avoir un nom simple et compréhensible. Il comprend aussi des relations, comme vous le voyez à l'écran, qui vont permettre les différents croisements et les différentes ventilations au sein du report. Mais ce modèle, il va aussi comprendre ce qu'on appelle des mesures ou des indicateurs métiers qui vont vous permettre, si vous voulez, de rajouter des indicateurs un peu plus spécifiques pour répondre à vos questions business. Parce que c'est rarement qu'avec les données brutes que vous allez prendre des décisions. Vous allez vouloir, par exemple, effectuer des calculs temporels, des cumuls, des comparaisons par rapport à N-1, N-2. Vous allez vouloir calculer des ratios, par exemple, comparer les ventes et les objectifs et avoir un pourcentage. Alors, ce genre de choses-là, il se trouve que vous pouvez aussi le faire dans Power BI. Donc là encore, on rentre dans cette thématique. Non, ce n'est pas que de la data visualisation, puisqu'on a Power Query pour retraiter, on a le modèle pour lier les tables, et on a aussi et surtout un langage
qui s'appelle le langage DAX, pour Data Analysis Expression, et qui, lui, en fait, permet de créer des indicateurs métiers sur mesure qui vont se recalculer pour répondre à vos besoins d'analyse. Donc, prenons un exemple. Ici, par exemple, je vais regarder par mois mon chiffre d'affaires. Très bien. Une demande fréquente des utilisateurs métiers, c'est de dire, est-ce que je pourrais le voir, par exemple, en cumul annuel? Je veux avoir un year-to-date de mon chiffre d'affaires. Ah oui, tout à fait, on peut le faire. Alors, ceux qui pensent que Power BI n'est qu'un outil de data visualisation, le premier réflexe qu'ils vont avoir, c'est de se dire, mais du coup, il faut que je le précalcule avant. Il faut que je t'envoie dans la base de données ou il faut que je te mette à disposition dans le fichier Excel le cumul déjà calculé. Non. Dans Power BI, vous avez une brique qui permet de faire ça. Ça s'appelle les mesures et le langage DAX. Et donc là, je vais juste taper une instruction DAX, qui d'ailleurs il n'est pas si complexe que ça. Je vais l'appeler chiffre d'affaires year to date. Et ça va tout simplement être mon chiffre d'affaires en year to date. Donc là, je ne fais qu'utiliser des fonctions DAX natives. Je pense que 90% des usines à gaz que vous pondez dans Excel sont plus compliquées que cette instruction-là. Hein. Là, je suis juste en train de dire au moteur, calcule cet indicateur en year to date. Et donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est une instruction DAX composée de deux fonctions, calculate et date year to date. Et donc, cet indicateur va être stocké dans le modèle de données et va me permettre d'effectuer des croisements cumulés. Donc, je le reconnais par le petit symbole mesure sur la droite. Je vais tout de suite le formater en euros. Donc, c'est un exemple parmi des milliers de ce qu'on peut faire avec le langage DAX, des calculs ou des cumuls temporels. Je vais tout de suite pouvoir le tester. Et effectivement, hop là, en 2 secondes, j'ai bien mon cumul en year to date. Donc, par exemple, ce chiffre-là, c'est bien la somme de janvier à mai. Et à partir de janvier 2018, ça repart. C'est un cumul annuel year to date, donc il repart à chaque fois. Donc, vous voyez, on a aussi une intelligence de calcul dans Power BI. On peut créer ses propres indicateurs métiers sans avoir à les précalculer dans la base de données ou ailleurs. Et d'ailleurs, c'est de le faire comme ça. Parce que la force de ces indicateurs, bon, d'une part, c'est qu'ils sont autoporteurs. Donc là, mon year-to-date, il marche tout seul. Hein, il n'a pas besoin d'avoir le chiffre d'affaires dans le visuel pour marcher. Et surtout, sa grande force, c'est que cet indicateur, en fait, vous remarquez que dans l'expression year-to-date que j'ai codée en DAX, je n'ai pas précisé comment je voulais le ventiler. J'ai juste dit à Power BI, calcule-moi ce chiffre d'affaires en year-to-date. Et ça, c'est juste l'expression DAX, la traduction DAX de ce besoin métier. Mais à aucun endroit, je précise comment je veux le ventiler. D'accord? Là où dans Excel, si je voulais voir ce cumul par pays, par zone géographique ou par produit, j'irais certainement chercher dans des fonctions du type somme si ans ou des choses comme ça. Là, dans Power BI, je n'ai pas besoin de préciser comment je veux ventiler mon KPI. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans une logique de cellule et de calcul à la cellule. Cet indicateur, il va agir au sein d'un modèle de données. Et en fait, les relations entre les tables vont vous permettre de ventiler, de recalculer, on parle souvent d'un calcul à la volée, de recalculer dynamiquement cet indicateur. Et donc, par exemple, sans que je n'ai rien à faire, cet indicateur year to date, alors même que je ne précise pas comment je veux le ventiler, par exemple, je peux le voir par marque. Et donc le cumul, vous le voyez, en une fraction de seconde, il recalcule le cumul en year to date sur ces axes-là. Ça, c'est permis par quoi? C'est permis par le moteur Vertipack, la puissance du modèle de données et de Power BI. Et donc vous voyez bien que là aussi, on est sur une thématique qui n'est pas de la data visualisation. On est vraiment sur la partie modélisation, analyse. D'accord? Donc ça, c'est pour la partie DAX. Alors, vous vous doutez bien qu'en DAX, c'est un langage extrêmement puissant et riche. Il y a aujourd'hui plus de 800 fonctions en DAX. Donc, vous vous doutez bien que la plupart d'entre elles font autre chose que du temporel. Le temporel, c'est souvent un exemple qu'on montre en démonstration ou en formation parce que c'est ce qui parle à tout le monde. Et c'est les calculs assez récurrents en BI. En réalité, avec le DAX, dès que vous avez un KPI sur de la donnée historisée, passée, figée, vous pouvez le faire. Moi, ça m'est jamais arrivé
Vous êtes face à un besoin métier. Alors, je ne parle pas de données type machine learning, etc. Je parle de visualiser de la donnée passée historisée et de la croiser, de faire des ratios, des déplacements temporels complexes, des choses comme ça. Il y a de bonnes chances que vous puissiez trouver une formule en DAX, une logique algorithmique qui répondra à votre besoin métier. Et avec à chaque fois cette capacité de recalcul à la volée, dynamique, en fonction des axes et des filtres que vous allez choisir dans votre report. D'ailleurs, pour vous montrer à quel point le DAX est puissant, chez ce client, dans le retail, une analyse assez classique, le Pareto, le client, alors là, on attaque une base qui fait 50 millions de lignes, et en fait, le client voulait voir assez rapidement quels sont les top articles, et est-ce que la loi de Pareto est vérifiée, c'est-à-dire, est-ce que 20% de mes meilleurs articles font 80% du chiffre d'affaires? Voilà, c'est une loi qu'on retrouve un petit peu aussi avec les fournisseurs, avec plein de choses. Et bien ça, on l'a modélisé en DAX. Donc on a fait un modèle de données, on a créé des indicateurs en DAX, notamment la fonction qui s'appelle TopN. Je ne vais pas vous la montrer ce soir, mais je vous en parle. Donc c'est une fonction en DAX qui permet de faire de la segmentation et de calculer des indicateurs avec des tops ou des bottoms. Et donc là, le client peut directement en fait choisir, par exemple, voilà, je veux voir mon top 30 articles, et automatiquement, en une demi-seconde, ça scanne à la volée les 40 millions de lignes, et ça donne la liste des 30 meilleurs articles, combien ils représentent en volume et en valeur du chiffre d'affaires, et on leur a même tracé la courbe de Lorenz, qui en fait trace tous les points, donc c'est-à-dire, là, ça veut dire vos 30 meilleurs articles font 55% du chiffre d'affaires. Vos 100 meilleurs articles font 83% du chiffre d'affaires. Et tout ça, évidemment, ça se recalcule à la volée, hein, toujours cette même logique de recalcul dynamique, en fonction des filtres et des axes qui sont choisis par l'utilisateur. Donc là, par exemple, on pourrait se dire, tiens, je veux le voir en août, en year to date, je veux le voir sur ce magasin-là, par exemple. Voilà. Et là, hop, tout de suite, bon là, je vois qu'effectivement, je suis assez concentré sur ce magasin-là. Mais vous voyez qu'en fait, les indicateurs se recalculent à la volée dynamiquement. Et là, on l'a fait en DAX. On n'est pas sur un indicateur tout simple, fais-moi un cumul annuel. Là, on est sur des indicateurs un peu plus statistiques. Et on peut aussi les faire en DAX, à condition évidemment d'avoir un bon modèle et de savoir quelle fonction utiliser. Donc, on a parlé, on continue de remonter l'iceberg, on a parlé de Power Query. Je vous ai montré un petit peu ce que c'est un modèle de données et l'intérêt que ça peut avoir pour l'analyse. Je vous ai montré un petit peu du DAX, notamment pour faire des calculs temporels. Je vais vous montrer un deuxième exemple très rapide, qui est assez puissant dans les analyses. Dans ce modèle de données, j'ai une table d'objectifs et du chiffre d'affaires. Alors, je vais le mettre ici, comme ça vous verrez tout d'un coup. Voilà. Et donc, très souvent, ce que les utilisateurs métiers veulent faire, c'est de dire, par exemple, j'aimerais bien savoir, par magasin, puisqu'apparemment les magasins sont communs aux objectifs et aux ventes, j'aimerais bien savoir mon atterrissage, mon taux de réussite de l'objectif. Le problème qu'il y a là, c'est que les indicateurs sont dans deux tables. Il y a une partie de mon ratio qui va être dans les objectifs, et il y a une partie de mon chiffre d'affaires qui va être dans le sell-out. Enfin, une partie de mon KPI qui va être dans le sell-out. Et donc, la question que vous êtes peut-être en train de vous poser, c'est comment on fait quand on est sur des calculs un peu plus complexes, où en fait, le calcul est lui-même issu de sous-calculs qui ont lieu dans des tables différentes. Mais ça marche très bien aussi. Je vais vous le montrer rapidement. Là, j'ai une mesure qui calcule mes objectifs. Donc, je peux la voir, par exemple, par mois. La voici à l'écran. J'ai une autre mesure qui me donne mon chiffre d'affaires. Je la vois aussi à l'écran. Vous remarquez que du coup, ces deux mesures, ces deux calculs qui tapent dans des tables différentes, qui à la base ne sont pas à la même source, n'ont pas la même granularité, mais c'est pas grave, j'ai harmonisé, j'ai géré tout ça dans mon modèle. Je peux les croiser, par exemple, par la table calendrier qui est commune à ces deux tables. Mais là où ça devient plus puissant, c'est que je peux même, si je veux,
créer un indicateur supplémentaire où je vais juste faire le ratio entre les deux. Donc, je vais mettre atteinte obj. Et là, je vais utiliser une fonction en DAX qui s'appelle divide. Et je vais juste aller récupérer mon chiffre d'affaires. Je vais aller le diviser par mes objectifs. Donc, je vais diviser mon chiffre d'affaires par mes objectifs. Ça me donne un ratio que je vais stocker en pourcentage. Et donc là, effectivement, alors même que ces mesures tapent dans des tables différentes, celle-ci, ça table dans le sellout, cette mesure-là. Cette partie-là, ça tape dans les objectifs. D'accord? Donc, je suis en train de faire un calcul qu'on pourrait qualifier d'hybride, c'est-à-dire que j'ai un ratio qui a le numérateur dans une table, le dénominateur dans une autre table. Ces tables, en plus, à la base, elles n'ont pas la même source. Encore une fois, c'est pas grave. J'ai géré ça de manière harmonieuse dans le modèle de données. Et donc, ensuite, je suis capable de croiser ces informations à différentes mailles, comme je le souhaite, pour pouvoir répondre tout simplement à mes besoins d'analyse. Et ça, c'est permis par quoi? C'est permis, encore une fois, par la puissance du modèle de données et des indicateurs, tout simplement. Et donc après, oui, effectivement, après, je peux croiser mes indicateurs, faire de la data visualisation intéressante, mais tout ça n'est que la cerise sur le gâteau. C'est le résultat de croisement de KPI et de modèles que j'ai fait auparavant. Donc voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Alors évidemment, je ne peux pas rentrer dans le détail et vous expliquer tout, comment ça marche. Là, l'idée, c'est de vous donner une vision d'ensemble du produit. Je pense, à travers ces démos, avoir déconstruit un petit peu l'idée reçue selon laquelle la data visualisation, c'est ce qui fait Power BI. Hein. Je pense que là, vous l'avez bien compris. Maintenant, dans cette dernière partie, on va se poser deux questions. Certains d'entre vous se disent peut-être, OK, très bien, bon, on a vu Power Query, on a vu qu'on peut lier des tables, on a vu qu'on a un langage surpuissant qui permet de créer n'importe quel KPI métier, très bien. Maintenant, quid de la scalabilité, de la montée en charge? Est-ce qu'on peut faire ce genre de choses sur des projets avec des fortes volumétries de données? Bon, la réponse est oui, clairement. L'ambition de Microsoft, elle est claire. Ce moteur Vertipack, il est robuste, il est scalable et il permet d'effectuer des analyses sur des volumes de données très importants. Pourquoi? Parce qu'en fait, le moteur qui tourne derrière Power BI, le moteur Vertipack, donc qui fait cette compression en colonne, en mémoire, qui permet de lier les tables et qui permet de faire du DAX, en fait, il est issu de la technologie SQL Server Analysis Services Tabular, qui est quelque part un petit peu le père de la BI Microsoft moderne tabulaire chez Microsoft. Et donc, ce moteur Vertipack qui a fait ses preuves et qui a été, on va dire, tamponné dans des architectures BI plus classiques et plus anciennes, est maintenant déporté dans Power BI, enfin depuis le début. Et du coup, c'est justement cela qui permet en fait à Power BI d'être considéré comme un vrai cube, comme un vrai modèle de données. Et donc, c'est ça qui permet notamment à Power BI de gérer des grosses volumétries de données. Alors, concrètement, comment ça va marcher? En fait, évidemment, je ne vous dis pas que c'est simple. Je ne vous dis pas que tout se fait en un claquement de doigts. Il faut, lorsqu'on travaille avec des grosses volumétries de données, il faut évidemment respecter certaines bonnes pratiques. Donc, on ne va pas s'amuser à charger des tables dans tous les sens. On va bien cerner le périmètre du projet en termes de colonnes, en termes de lignes, en termes de sources. On va évidemment respecter certaines bonnes pratiques de modélisation qui sont propres au moteur Vertipack et à Power BI. Si et seulement si on applique ces bonnes pratiques-là, alors effectivement, on va pouvoir travailler avec des gros volumes de données et avoir une vraie réactivité dans les mesures et dans les calculs en dépit de la volumétrie. Alors concrètement, comment ça marche? Je vais vous montrer deux exemples pour illustrer mon propos, comme ça vous verrez que ce n'est pas juste du vent. On va rentrer très concrètement dans le vif du sujet. Là, je viens d'ouvrir un modèle dans Power BI Desktop qui pèse 180 mégas. Donc ça, c'est la taille du fichier post-compression. Donc une fois que j'ai rapatrié les données dans Power BI, en l'occurrence, les données sont stockées dans une base SQL Server dont la taille est à peu près de
1,5, 2 gigas. Donc, j'ai un ordre de compression d'environ 10 à 15 entre les données telles qu'elles sont stockées dans ma base de données source et le cube Power BI qui a son propre système interne de compression et de stockage de données. Qu'est-ce qu'il y a dans cette donnée? Eh bien, j'ai une table, ma table des actuals. Elle fait, vous le voyez en bas de l'écran, 135 millions de lignes. Donc, j'ai chargé 135 millions de lignes dans Power BI Desktop. Alors, on verra après que ce n'est pas forcément une bonne idée de travailler comme ça, mais là, c'est juste pour vous montrer un premier exemple et un peu déblayer sur ce sujet important de la volumétrie. J'ai un modèle Power BI Desktop avec une table qui fait 135 millions de lignes, 3 et 3, 6, 8 colonnes, d'accord? Des dates, des données de vente, que vous voyez ici, du chiffre d'affaires, etc., etc. Et donc, effectivement, vous allez le voir à l'écran, ici, j'ai des mesures d'axes, donc qui prennent comme source cette table à 135 millions de lignes. Je vais la glisser. Et là, vous voyez, bon, en quelques secondes, sachant que là, je suis en train d'enregistrer sur Teams, etc., donc il y a un mini lag, en fait, il me donne l'information. Donc, je suis capable de voir mes ventes, par exemple, par mois. Vous voyez, en même pas une demi-seconde, j'ai pu avoir mon chiffre d'affaires, pourquoi pas, par exemple, en year to date, le voici. Je veux le comparer en croissance par rapport au mois d'avant, le voilà. Je veux le voir par continent, le voici. Vous voyez, les calculs sont instantanés. Je ne subis pas la pression ou le fait d'avoir de la volumétrie. Pourquoi? Parce que j'ai respecté les bonnes pratiques de modélisation, j'ai codé un DAX efficient et j'ai un bon modèle de données, tout simplement. Donc, les personnes qui vous disent Power BI c'est lent, Power BI n'est pas robuste, Power BI ne permet pas de gérer de la grosse volumétrie, c'est franchement faux. En fait, vraiment, je vous l'assure, nous on fait plein de projets avec de la grosse volumétrie. Power BI a une vraie capacité à monter en charge. Alors, encore une fois, je ne vous dis pas que c'est simple. Je ne vous dis pas qu'un débutant qui a découvert Power BI la semaine dernière va vous monter un modèle de données sur votre data warehouse à 500 millions de lignes. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Je suis juste en train de vous dire que lorsqu'on respecte les bonnes pratiques et qu'on sait comment Power BI fonctionne, on peut tout à fait analyser de la grosse volumétrie. Bon, sachant que là, je suis sur une table qui ne fait, entre guillemets, que 135 millions de lignes. Ce n'est pas non plus du big data. Hein, je veux dire, 135 millions de lignes dans une table de faits, dans le retail ou dans l'industrie, c'est des choses qui se font assez fréquemment. Et moi, je ne considère pas du tout ça comme de la grosse volumétrie de données. Pour autant, c'est vrai que si vous vous amusez à analyser ces volumétries-là avec d'autres outils, vous pourriez déjà, même à ce niveau-là d'information et de volumétrie, avoir quelques petits problèmes de performance. Alors, on peut faire des calculs sur des grosses volumétries. Là, par exemple, quelque chose que nous avait demandé le client sur cette volumétrie-là, c'était de faire des calculs en rollback. Donc, par exemple, sur les stocks, de voir la moyenne mobile des 3 derniers mois. Ça aussi, ça marche. Je stocke, j'ai mes stocks ici, je précise de combien de mois je veux revenir. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer que ça marche aussi sur des calculs DAX un tout petit peu plus complexes que juste une somme ou un cumul. Et donc là, ces indicateurs-là sont en train de requêter Total Inventory. Vous voyez le Total Inventory. Il tape dans Raw Inventory, la mesure Raw Inventory. Et cette mesure, vous le voyez à l'écran, son expression, c'est une somme de la table Actuals qui fait bien 135 millions de lignes. C'est juste pour vous montrer que je ne suis pas en train de vous cacher des trucs ou je suis en train de tricher. Ces indicateurs-là sont bien en train de requêter ma base de données, ma table, stockée côté Power BI, qui fait 135 millions de lignes. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai tout chargé dans Power BI Desktop, ce n'est pas forcément une bonne idée. Effectivement, pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous n'avez pas forcément des machines sur vos PC ne sont pas forcément capables en RAM d'accueillir cette volumétrie-là ou ce processing-là en local chez vous. Bon, là, moi, j'ai un PC qui a 32 Go de RAM et un Core i7, donc ça se passe très bien. Mais sur des petits PC ou sur des petites machines, vous auriez franchement du mal à charger cette volumétrie-là dans Power BI Desktop, clairement. Mais c'est pas grave.
Parce qu'en réalité, dans les projets à forte volumétrie, on travaille jamais comme ça. Ce qu'on fait dans les projets à forte volumétrie, c'est qu'en fait, on va travailler avec ce qu'on appelle des paramètres. Donc, je vais vous montrer ici comment on a modélisé sur cet exemple-là. En fait, vous le voyez ici à l'écran, ma table actuals, donc qui fait 135 millions de lignes, sa source, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une base SQL Server qui est dans le cloud. Eh bien, en réalité, la bonne pratique voudrait que lorsque je suis dans le desktop, je ne vais travailler qu'avec une infime partie des données. D'accord? Je vais filtrer la donnée sur un petit périmètre. Donc pour ça, on peut utiliser des paramètres Power Query qui vont consister en fait à filtrer la donnée pour travailler sur un périmètre restreint. Donc en réalité, comment ça marche? Quand vous travaillez sur des projets à forte volumétrie, vous créez des paramètres dans le desktop qui vont permettre d'envoyer des filtres à votre table pour ne travailler que sur une toute petite partie des données. Ce périmètre vous sera suffisant pour créer vos relations entre vos tables, vos indicateurs d'axe, vos calculs, enfin bref, tout ce qui est relatif à votre modèle de données. Et ensuite, une fois que vous aurez modélisé tout cela, c'est en publiant votre modèle de données dans le cloud, dans Power BI Service, que vous allez pouvoir étendre le périmètre de l'analyse et dire, par exemple, au lieu de travailler sur les 2 derniers jours, je vais rafraîchir mon modèle sur les 5 dernières années, par exemple. Et donc, en travaillant comme cela, vous ne subissez jamais la volumétrie. C'est-à-dire que vous travaillez en local sur votre desktop avec un petit périmètre de données, vous faites votre modèle de données, vous le déportez dans le cloud et vous utilisez la puissance et la ressource de Microsoft dans le cloud pour faire tourner vos refresh et agrandir le périmètre de l'analyse. Il y a même des fonctionnalités un peu plus avancées dont je vais juste vous parler à l'oral, qui s'appelle par exemple le rafraîchissement incrémental, qui consiste à dire je ne vais rafraîchir que les 5 derniers jours ou que les 10 derniers jours. Bref, il y a tout un tas de fonctionnalités qui sont disponibles une fois que vous avez déporté votre modèle de données dans le cloud, sur le portail Power BI, qui vont vous permettre en fait de faire tourner tous ces refresh et de mobiliser la ressource, mais dans le cloud, pas chez vous en local. Et donc, nous, on a pas mal de projets sur des grosses volumétries de données où on travaille avec le PC du client qui a 8 Go de RAM, mais c'est pas grave. En fait, on s'en fiche de ça. Ce qui compte, c'est de bien savoir modéliser, de savoir utiliser à bon escient toutes les techniques de Power Query. Donc là, en l'occurrence, l'utilisation des paramètres et ce qu'on appelle le query folding, donc la capacité à renvoyer la requête côté base de données pour travailler avec un petit périmètre des données. Voilà comment ça marche dans la vraie vie quand on veut travailler avec des grosses volumétries sur Power BI. Alors évidemment, les personnes qui ne savent pas ce que c'est un paramètre Power Query, qui n'ont jamais étudié le moteur Vertipack, qui n'ont jamais codé une mesure d'axe efficiente, qui ne savent pas ce que c'est le query folding, évidemment, elles vous diront que Power BI est lent, n'est pas robuste et ne permet pas de faire ça. Mais c'est plus par méconnaissance du produit que vous allez entendre parler de ces choses-là que par justification réelle, en fait. Vous vous doutez bien que si Power BI ne permettait pas d'analyser des grosses volumétries de données, il n'aurait pas le succès d'aujourd'hui et il ne serait pas présent partout dans les grands groupes. Donc, tout ça pour dire quoi? Si vous voulez analyser de la grosse volumétrie de données dans Power BI, c'est possible, à condition, évidemment, de savoir bien modéliser et de savoir utiliser les bonnes techniques pour répondre à vos problématiques. Là-dessus, sur la volumétrie, j'ai un dernier exemple à vous montrer donc, qui justement utilise cette partie-là. J'ai notamment un jeu de données en fait qui est basé sur les taxis à New York. Et en fait, j'ai utilisé ces techniques de modélisation et de filtrage dans Power Query, etc. Donc là, la base de données sous-jacente, elle a 300 millions de lignes. Donc là, on commence quand même à monter encore un peu plus en volumétrie. Et là, en fait, je vais pouvoir... Donc là, j'ai une mesure, si vous voulez, qui requête mon cube, mon modèle de données. Juste pour vous prouver que ça marche, je vais juste glisser cette mesure dans mon visuel. Hop, instantanément, j'ai mon résultat, 300 millions de lignes. Oui, mais tu l'as préchargé avant, est-ce que ça marche si tu ventiles? On va essayer. Par exemple, j'aimerais bien le voir par jour.
on va compter. Alors évidemment, là, petit effet démo, mais normalement c'est immédiat, 2 secondes. Je pense que c'est juste parce que je ne suis pas connecté au modèle. Bon, évidemment, effet démo. Je pense que j'avais préchargé, bon, peu importe, ça tombe mal. Là, il est en train de... Laissez-moi 2 secondes. Ouais, j'ai perdu la main. C'est bon. Bon, il est revenu, mais je pense que c'était un problème. On va refaire un test. Par exemple, si je veux le voir par... allez, on va aller le croiser sur un truc un peu costaud. Hop. Voilà. Bon, là, vous avez le résultat. En une demi-seconde, il m'a sorti le croisement du nombre de voyages, donc le nombre de lignes, dans la base, 300 millions, par borough et par date. On va aller le voir en mensuel, par exemple. Hop, j'ai tout de suite le résultat. Bon, vous avez compris l'idée. Ça, c'est permis par une modélisation efficiente dans Power BI. Là, j'utilise notamment la technique des agrégations. On vous a fait un meet-up là-dessus en mai dernier au Club Power BI, qui permettent en fait de préagréger certaines données pour garantir une vraie performance côté utilisateur final et garantir des temps de réponse effectivement efficients. Donc voilà pour la partie montée en charge, scalabilité. Alors effectivement, en Power BI Pro, vous êtes assez limité parce que la taille du jeu de données ne peut faire qu'1 giga. Alors, 1 giga en version compressée. Hein. Ce modèle de données qui a quand même 135 millions de lignes, vous pouvez tout à fait le faire tourner sur un Workspace Pro, puisqu'il ne fait même pas 1/5 de la taille maximale possible. Après, effectivement, quand vous êtes vraiment sur des volumétries big data, 400, 500 millions de lignes, 1 milliard de lignes, peut-être qu'effectivement, il va falloir vous commencer à vous poser des questions sur le mode de licensing approprié. Est-ce que j'ai besoin de passer sur Power BI Premium? Est-ce que j'attends le Premium per User qui va sortir dans un mois pour déployer en masse? Bref, il y a des questions aussi d'architecture et de licensing à avoir en tête quand on est sur ces problématiques-là. Mais en tout cas, je répète une dernière fois, que si vous appréhendez bien le produit et que vous l'utilisez comme il faut, vous pourrez tout à fait l'utiliser pour analyser des énormes volumétries de données. Et ça, je veux vraiment que vous l'ayez en tête ce soir. C'est la principale idée reçue contre laquelle je voulais me battre, parce que j'ai beaucoup trop entendu de choses absurdes là-dessus et complètement fausses. Bon modèle, bon DAX, bonne architecture, vous pourrez monter en charge tout à fait efficacement avec Power BI. Ok, donc ça c'était pour la partie volumétrie. Donc on a couvert ces deux parties-là. Alors maintenant, la dernière idée reçue contre laquelle je voulais un petit peu lutter, ou sur laquelle je voulais discuter ce soir. Donc là, vous avez compris que Power BI est un outil riche avec plusieurs briques, que si on le gère bien, on peut gérer de la grosse volumétrie. Une dernière idée reçue que je voulais traiter ce soir, c'est les relations entre Power BI et Excel. Il y a beaucoup de gens dans l'écosystème qui disent... Alors, on entend deux discours. Il y a beaucoup de gens qui disent Power BI, c'est comme Excel, mais en mieux. Bon, c'est pas tout à fait vrai. On va voir après pourquoi. Et puis, il y en a d'autres qui disent ah oui, mais Microsoft est en train de tuer Excel. Power BI, d'ici quelques années, va complètement supplanter Excel. En réalité, ni l'un ni l'autre ne sont vrais. Hein. Power BI, c'est pas un Excel amélioré. Ce sont deux outils différents qui n'ont pas forcément le même enjeu, la même logique. Excel permet de faire plein de choses que ne fait pas Power BI aujourd'hui et que ne fera probablement jamais Power BI. Moi, avant d'être consultant BI, je travaillais en finance, je faisais de la modélisation financière dans des projets assez complexes sur du financement de projet, avec de l'analyse multiscénario, des paramètres dans tous les sens. Les calculs à la cellule et les fonctionnalités de modélisation propres à Excel sont tout à fait pertinentes dans ce genre de contexte aujourd'hui. Et Power BI n'a pas vocation, par exemple, à remplacer toute cette capacité d'Excel à entrer de la donnée, à la modéliser, à l'interpréter. Le calcul à la cellule, dans certains cas, reste quand même une chose tout à fait acceptable et dans certains domaines, la norme, en fait. Donc, Power BI, ce n'est pas comme Excel. Mais ça n'a pas vocation à remplacer Excel non plus, parce que ce sont des outils différents.
en réalité, ce qui est surtout intéressant quand on parle du sujet Power BI et Excel, c'est pas vraiment de savoir lequel concurrence lequel, hein, c'est plus de savoir en fait comment ils interagissent. Parce que finalement, ce sont deux produits Microsoft. Euh, et Microsoft essaie de faire en sorte de construire une plateforme où Power BI n'est pas tout seul dans son coin, mais il va pouvoir interagir avec d'autres outils, d'autres plateformes de l'écosystème Office 365, dont notamment Excel. Donc, je vais vous montrer deux exemples là-dessus pour illustrer mon propos. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un report que j'aurais pu déployer quelque part dans le cloud. D'accord? Donc, quand je fais cette action-là de publier mon report, ça part en fait dans le cloud de Power BI directement sur le portail de Microsoft. Et l'avantage de faire ça, c'est que du coup, je vais publier à un seul endroit un jeu de données, donc un fameux cube de données, qui va être centralisé, managé, sécurisé et rafraîchi de manière automatique par des gens dans l'organisation. Et ce qui est super intéressant avec Power BI, c'est que ce jeu de données, ce cube de données qui a été conçu dans Power BI, je peux le partager en lecture seule, je peux le mutualiser pour faire en sorte que des utilisateurs métiers puissent en self-service, dans leur coin, sur leur périmètre, faire leur propre report. Et donc ça, c'est justement une interaction qu'on a entre Power BI et Excel aujourd'hui et qui est très intéressante. Et vous allez vite voir que Power BI n'a pas du tout vocation à remplacer Excel. Power BI peut être la source d'un tableau croisé dynamique Excel. Donc je vous montre ça tout de suite. Je suis dans Excel 2019, mais cette fonctionnalité est également disponible dans Excel 2016. En fait, ici, dans l'onglet Données, ce que je vois à l'écran, c'est quoi? Je suis dans Excel là, hein. C'est Power Query. En fait, toute la brique Power Query, historiquement, elle a d'abord d'ailleurs existé dans Excel. D'accord? Donc là, j'ai des connecteurs et dans Power Query pour Excel, j'ai notamment depuis quelques jours, j'ai notamment un connecteur qui s'appelle Power BI. Et donc, je peux tout à fait dire à des contrôleurs de gestion, des business analysts, des personnes qui ne veulent pas forcément aller sur Power BI et qui ne sont pas forcément à l'aise avec le DAX, la modélisation et Power Query, je peux tout à fait leur dire, bah écoute, je te mets à disposition un cube, un jeu de données qui a été fait dans Power BI, et toi, utilisateur métier, tu vas te servir de ce cube pour faire tes propres reports. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais me faire passer dans la peau d'un utilisateur métier qui veut faire un tableau croisé dynamique Excel. Je vais me connecter à Power BI. Donc là, je suis connecté à mon compte Power BI. Sur la droite, je vais retrouver automatiquement tous les jeux de données auxquels j'ai accès. Je retrouve en premier les jeux de données qui ont été certifiés dans mon entreprise. Isabelle en parlait tout à l'heure. Donc par exemple, si je veux faire un report Excel sur ce jeu de données-là, hop, voilà, en 2 clics, je suis connecté à un jeu de données, à un modèle de données Power BI qui a été fait par quelqu'un d'autre dans l'organisation. Ce quelqu'un d'autre, contrairement à moi, il maîtrise la modélisation, les relations entre les tables, le DAX, Power Query, bref, toutes les briques qui font le projet BI. Moi, je ne sais pas faire ça, mais c'est pas grave. Je m'appuie sur des collègues, sur une équipe qui va s'occuper de cette partie-là. Et moi, par contre, l'avantage, c'est que je peux, dans mon coin, faire mon propre report en self-service sur la base de ce jeu de données, qui plus est dans un environnement qui m'est familier, à savoir Excel. Effectivement. D'accord? Et ça, c'est quand même une énorme valeur ajoutée aujourd'hui sur le produit. C'est cette interaction native qui est offerte entre Power BI et Excel. Power BI, dans ce cas-là, est la source d'un tableau croisé dynamique Excel. On le voit d'ailleurs ici. Si je vais dans les requêtes et connexions, vous voyez les propriétés de ma connexion. Ici. Croisé dynamique Power BI. Mon tableau croisé dynamique Excel, pardon, sa source, ce n'est pas un onglet Excel ou je ne sais quoi, c'est un cube Power BI qui a été déporté dans le cloud. OK? Donc voilà, Power BI peut interagir avec Excel de cette manière-là. Alors, je ne vous montrerai pas ce soir, mais on peut faire aussi plein d'autres choses avec Excel. Depuis Power BI, on peut faire des exports. On peut même, depuis peu, on vous a fait un meet-up là-dessus, on peut aussi
Je vais vous montrer, par exemple, sur un exemple ici. Je peux, dans les outils externes qui sont sortis il y a quelques mois, je ne vais pas vous faire une démonstration ce soir, mais je vous en parle juste rapidement. Vous pouvez aussi faire ce Analyze in Excel directement depuis Power BI Desktop. Vous pouvez construire un tableau croisé dynamique Excel à l'intérieur de votre Power BI Desktop, par exemple, pour checker des résultats ou faire des analyses ad hoc un peu plus rapides et un peu plus agiles, telles que le permet Excel. Donc vous voyez, il y a vraiment des interactions et des synergies entre les deux produits. Et je terminerai là-dessus. Power BI existe dans Excel. Ça, c'est quand même pas négligeable. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire qu'à la base, Power BI, il a existé dans Excel. Power Query, il est là, dans l'onglet Données, depuis Excel 2016. Depuis Excel 2013, vous pouvez l'activer sous forme d'un add-in pour pouvoir récupérer les connecteurs, etc. Et vous avez également Power Pivot, qui est disponible depuis Excel 2010. Donc là, je vais vous montrer un exemple ici. Je vais ouvrir un fichier Excel, un modèle Power Pivot. J'ai un modèle de données qui a été directement construit et géré dans Excel. Et ça, c'est disponible sous vos yeux depuis 10 ans, gratuitement. Enfin, c'est inclus dans votre plan Office 365 Corporate d'entreprise. Vous pouvez créer des cubes directement dans Excel. Donc, tout ce que je vous ai montré dans Power BI Desktop sur la partie relations entre les tables, création d'indicateurs DAX, etc., vous pouvez tout à fait le faire dans Excel également. Et donc là aussi, vous voyez bien qu'il ne faut pas opposer Power BI et Excel. Au contraire, il faut juste utiliser le meilleur des deux mondes et se dire, bon, bah, peut-être que dans certains cas métiers, je vais vouloir construire un tableau croisé dynamique Excel qui prend comme source un modèle de données Power BI. Ok, très bien. Peut-être que dans certains cas, je vais vouloir me dire, je n'ai pas forcément besoin de la brique collaborative ou de la brique DataVis propre à Power BI Desktop. J'ai juste besoin d'utiliser la force de Power Query et du DAX. Et bien là, dans ces cas-là, vous pouvez tout à fait l'utiliser dans Excel. Et ça marche d'ailleurs plutôt bien depuis les versions Excel 2016 ou Excel 2019, où ils ont grandement amélioré la stabilité et la performance de Power Query et Power Pivot dans Excel. Donc, n'oubliez jamais cela. Power BI a existé à la base dans Excel et il existe toujours et encore dans Excel. Et aujourd'hui, nous, on a plein de clients qui l'utilisent aussi très bien comme cela. D'accord? Donc voilà, n'oubliez pas ça. Power BI et Excel sont là et se subliment. Je précise également, et vraiment je terminerai là-dessus. Bon, de toute façon, je vois que j'ai pas trop débordé parce que j'ai dû commencer il y a à peu près 1h10. Cette connexion au modèle de données, vous pouvez aussi la faire depuis Power BI Desktop. Hein. Ici, si j'ouvre, je vais fermer ce truc-là. On va plutôt fermer celui-là. Hop. Bon, je vais ouvrir un autre Power BI, ce sera plus simple. En fait, la connexion au modèle de données depuis Power BI Desktop, elle est disponible également. C'est-à-dire que cette capacité de se connecter à un modèle n'est pas réservée à Excel. Et c'est justement pour ces raisons-là que j'ai autant insisté sur l'importance du modèle de données tout à l'heure, parce que ce modèle de données, il n'est pas que pour vous. Hein. Aujourd'hui, si vous êtes concepteur dans Power BI Desktop, si vous faites des modèles de données, bah, le but, c'est que vous puissiez ensuite les mutualiser et les partager dans votre entreprise pour que d'autres utilisateurs fassent leur propre report. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré dans Excel. Mais dans Power BI Desktop aussi, on a un connecteur qui s'appelle jeu de données. Et donc, si vous avez des gens dans votre organisation qui veulent juste faire de la data vise, eh ben, ils peuvent tout à fait, en self-service, sur votre jeu de données, qui est sécurisé, managé, rafraîchi, ils peuvent tout à fait faire leur propre report. Et d'où l'importance de bien gérer l'ergonomie du modèle de données. Vous voyez là l'utilisateur qui se connecte à votre modèle, eh bien, j'ai fait en sorte qu'il puisse bien identifier ce qui relève d'un fait, ce qui relève d'une dimension. Je lui ai masqué toute la complexité technique pour qu'il puisse se concentrer sur sa valeur ajoutée, à savoir croiser les données et faire ses visuels. D'accord? Donc c'est vraiment crucial ça dans Power BI. On l'a dans Excel, on l'a aussi dans Power BI Desktop. Dans quelques semaines, vous allez pouvoir croiser plusieurs modèles de données. Donc vous allez pouvoir par exemple croiser un modèle de vente
avec un modèle logistique ou achat. Vous allez pouvoir, par exemple, croiser ce cube Power BI des ventes avec un fichier Excel de budget. Voilà, ça va décupler vos capacités analytiques. On vous a préparé un meet-up là-dessus en janvier 2021. Donc vraiment, voilà, retenez ça, le modèle de données est la pierre angulaire de Power BI et il permet notamment d'interagir avec Power BI Desktop et avec Excel. Voilà, bon, j'ai beaucoup parlé, ça a été assez riche, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Pour conclure, après on va peut-être prendre quelques questions. Bon, j'imagine que vous en avez posé dans le chat, mes collègues ont répondu. Ça a bien discuté. C'est complètement faux et réducteur de dire que Power BI est un outil de data visualisation. C'est extrêmement réducteur de dire ça. Pour ceux qui croyaient ça avant de venir ce soir, j'espère que je vous en ai fait la preuve, la démonstration. Quand on vous demande ce que c'est Power BI, répondez la chose suivante. Power BI est une plateforme décisionnelle et collaborative. Voilà, moi c'est comme ça que je définis Power BI aujourd'hui. Vous remarquez que je ne parle pas d'outils, mais de plateforme, parce que derrière Power BI, il y a plein de choses. Il y a le desktop, le service, le data flow, la gateway, le mobile. Il y a plein de choses derrière Power BI. Décisionnelle, parce qu'on peut gérer toutes les briques d'un projet BI. Et collaborative, parce qu'on va pouvoir faire un peu mieux que s'envoyer les fichiers par email. On a deux moteurs surpuissants, Power Query, pour la partie nettoyage, préparation des données, et le Vertipack, pour la partie DAX, création des indicateurs et modélisation. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent croire, Power BI et Excel ne se cannibalisent pas, ils sont très complémentaires, et plus ça va avancer, plus ça sera le cas. Et d'ailleurs, pour élargir le sujet et conclure, Power BI est complémentaire avec Excel, mais pas seulement. Power BI interagit également très bien avec toutes les autres briques de l'écosystème. Alors maintenant, il ne faut plus dire Office 365, il faut dire Microsoft 365, donc à savoir Outlook, SharePoint, Teams, Power Apps, Power Automate. C'est d'ailleurs ces sujets-là qui seront couverts lors des deux événements que je vous ai partagés en tout début de session. Donc voilà, gardez en tête que Power BI est très ouvert aussi sur l'écosystème autour, et il n'est pas tout seul dans son coin. Il est dans un écosystème autour d'Azure et de Microsoft 365, et il interagit plutôt bien. Il y a eu notamment pas mal de choses qui sont sorties récemment entre Power BI et Teams, qui vraiment sont assez bluffantes. Donc gardez bien cela en tête également. Voilà, donc pour ceux qui croient que Power BI c'est encore que de la data vis, écoutez, je vous attends dans le chat. Et puis pour ceux qui ont d'autres questions, écoutez, n'hésitez pas. J'espère que la session vous a plu. Isabelle, il y a encore des questions ouvertes. On a peut-être, je ne sais pas, encore peut-être 2-3 minutes ou je ne sais pas. Mais en fait, ça s'échange gentiment des informations un peu dans tous les sens dans le chat. Je ne sais pas s'il y a encore vraiment des questions ouvertes, mais s'il y en a, n'hésitez pas à lever la main peut-être, et comme ça, on pourra voir à ce moment-là. En tout cas, je pense que tu as vraiment et très passionnément démontré toute la puissance de Power BI, donc je ne peux que surenchérir là-dessus. Très bien. Alors, s'il y en a qui veulent prendre la parole à l'oral, on peut peut-être prendre une ou deux questions. Vous pouvez lever la main et puis avec ce bouton-là, là, ici, hop, levez la main. S'il y en a qui veulent prendre la parole et éventuellement interagir avec nous à l'oral. Le modèle composite pour cadeau de Noël. Donc le modèle composite, il va sortir, il est annoncé par Microsoft en décembre. Voilà. Donc on verra. On verra. Ça fait 2 fois qu'il le décale, mais bon, vu l'importance de la fonctionnalité, on peut le comprendre. Ce truc-là va complètement révolutionner notre utilisation de Power BI et nos architectures. Donc on a un meet-up prévu là-dessus en janvier. Donc si vous n'avez pas encore trop compris ce que c'est et quel impact ça peut avoir, je vous encourage à surveiller les prochains meet-up parce qu'on aura vraiment un point dédié là-dessus début janvier 2021, online du coup a priori. Alors, je vois que Julien demande des news sur la licence Power BI Premium par user. Alors, j'en ai parlé en début de session et j'ai mis le lien dans le chat. On peut déjà s'inscrire en preview, comme candidat pour la preview, si on le souhaite. Exactement. Et moi, j'ajoute que à la fin du mois, le 27 novembre, je vais vous mettre le lien tout de suite dans le chat. Donc, le 27 novembre, en fait, le prochain meet-up du Club Power BI, il est justement dédié à Power BI Premium.
Donc, on répondra à toutes vos questions sur le PPU, sur qu'est-ce qui est possible actuellement, qu'est-ce qu'on pourra faire demain. Voilà. Donc, je viens de vous mettre le lien dans le chat. Inscrivez-vous. C'est le 27 novembre. Voilà. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, bah, écoutez, je pense qu'on peut clôturer ce meet-up. J'espère que ça vous a plu. Isabelle, je voulais encore une fois te remercier pour ta présence et le fait de t'avoir libéré parce que c'est vrai qu'on t'a prévenu un peu en dernière minute. Donc, tu as relevé le défi avec brio et on était très content de t'avoir au Club Power BI. Avec plaisir. Hein. Écoute, parler de mon produit préféré, c'est jamais un problème. Pas de Voilà. souci. Et puis, encore une fois, n'oubliez pas que la session a été enregistrée. Donc, elle sera republiée d'ici très prochainement sur la chaîne YouTube du club. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire là sur le Teams, sur le Power BI pour vous nous dire si vous avez aimé la présentation ou pas. Et on vous dit, dans tous les cas, à très bientôt. À bientôt. Au revoir.